Alors, c'est avec plaisir qu'AVDI Auvergne-Rhône-Alpes vous accueille pour cette première journée AVDI Aura de la souveraineté alimentaire. Donc, c'est la première journée d'un cycle de 5. Pour l'instant, on a prévu 5 journées donc, sur les 5 prochains sommets d'élevage. Un cycle de conférences sur la souveraineté alimentaire en socle, avec des thématiques qui vont évoluer au fur et à mesure des années. Cette année, la thématique, c'est le changement climatique ici et là-bas. Pourquoi le changement climatique? En France, on vient de passer 3 années de sécheresse due au changement climatique, et on a une année de surabondance en humidité de suite. Donc, on n'est plus sur des saisons classiques comme on le connaissait il y a une vingtaine d'années, même s'il y a 20 ans on avait déjà la première grosse sécheresse, enfin une grosse sécheresse en 2003. D'où l'importance d'appuyer sur la souveraineté alimentaire et le changement climatique. Les prochains cycles seront sur d'autres sujets, sur l'installation, par exemple, et d'autres en réflexion. Donc pour animer cette conférence, c'est Joël Magne qui prend prêt. Merci. Et donc je vais recommencer en me présentant. Donc moi c'est Thibaut David, je suis agriculteur dans l'Allier, je suis président d'AVDI Auvergne-Rhône-Alpes, président depuis 9 mois à peu près, depuis le début de l'année. AVDI Auvergne-Rhône-Alpes qui résulte de la fusion d'AVDI Rhône-Alpes et d'AVDI Auvergne qui a eu lieu il y a 1 an. Est-ce que je recommence ou est-ce que j'ai... Non, c'est bon, tout le monde l'a bien entendu. Donc, pour animer le débat, ça sera Joël Magne qui va animer ce débat. Donc, il va nous faire une première présentation. Ensuite, je lui laisserai le micro, ça sera plus simple. Nous avons donc à la table Monsieur Sébastien Vidal, de la coopération. Fort Ferraro, donc d'AVDI national. Moumouni Sidibé, qui est responsable de milletterie au Burkina Faso, à Bobo-Dioulasso. Et monsieur Olivier Touran, j'ai un trou, excusez-moi. Président de la P3C. Voilà, merci. Voilà. Merci. On aura aussi une intervention du ministre monsieur Temwende Modeste Yerban. Excusez-moi. C'est bien ça. Monsieur le ministre du Burkina Faso, des ressources animales du Burkina Faso, c'est ça. Donc, et on fait enfin une intervention de Yves François du Bureau national d'AVDI, donc agriculteur français et développement international. Je suppose que vous avez remarqué qu'on est filmé, donc je remercie déjà tout de suite l'association de projecteurs pour la prise d'image. Donc cette intervention va être filmée, donc on va pouvoir la réutiliser plus tard pour présenter à d'autres personnes. Voilà. À toi, Joël. Merci Thibaut. Donc moi c'est Joël Magne, je suis vice-président d'AVDI Auvergne-Rhône-Alpes. Comment ça? Non, juste une dernière chose, il y a une feuille de présence qui tourne aussi, si vous voulez bien la remplir, si vous voulez. Et j'ai le bénéfice de l'âge d'être vice-président d'AVDI depuis la création il y a 40 ans. Donc j'ai vu évoluer un petit peu les choses. Alors quand on parle de souveraineté alimentaire, Thibaut a dit qu'on allait engager un cycle de plusieurs conférences, tables rondes là-dessus. Mais ça fait un moment que nos amis africains nous alertent sur le problème de la souveraineté alimentaire. Et donc, on en a déjà discuté. Il y a déjà eu un sommet où on avait fait un sommet sur la souveraineté alimentaire et rien d'autre.
Juste avant d'aller plus loin et de venir sur le changement climatique, je crois qu'il faut définir les mots. Ce n'est pas seulement des mots. Sécurité alimentaire, autosuffisance alimentaire, souveraineté alimentaire. On entend ces mots des fois en vrac et chacun y met un peu ce qu'il veut. Mais ça a une signification. Sécurité alimentaire, ça veut dire se procurer la nourriture de base d'où qu'elle vienne dans le monde. C'est-à-dire nourrir les 9 milliards de personnes à l'horizon 2050 et ce, comment qu'on veuille. Et là, évidemment, là, c'est l'étonnant d'une agriculture intensive dans les zones ayant les fameux avantages comparatifs, bon climat, de la terre, des lois sociales pas trop exigeantes, etc. Si on passe à l'auto... Et là, on n'a pas nécessairement besoin de certains pays d'Afrique et pas plus de la France, finalement, parce qu'on représente très peu à l'échelon mondial, finalement, même avec une très très belle agriculture. Autosuffisance alimentaire, c'est déjà mieux. Ça veut dire produire sa nourriture de base dans le pays. Mais à ce moment-là, bien peut-être que il y a des paysans des zones qui sont plus avantagées équatoriennes qui vont dire les pays du Sahel, peut-être vous n'avez pas besoin de faire d'agriculture. Mais nous, les Bretons, ils peuvent nous dire qu'est-ce que vous faites du lait dans vos montagnes. Et puis les Picards, ils nous ont tellement dit que qu'est-ce que vous faites du sucre qu'on a fermé la sucrerie dernièrement alors qu'elle était aux dernières normes. Donc voilà. Et quand on arrive à la souveraineté alimentaire, par contre, là c'est important, et justement ça fait longtemps que nos amis africains y travaillent dessus, c'est produire sa nourriture de base en choisissant la manière. Et là il est question d'économie, parce qu'il faut assurer justement la sécurité alimentaire. Mais ça veut dire que l'économie, elle doit mettre en face quel est le juste prix que peut payer le consommateur, mais quel est ce même juste prix qui rémunère le producteur, où qu'on soit dans le monde. Mais c'est aussi le social, que devienne la vie des territoires ruraux, que ce soit en Afrique, mais que ce soit chez nous, chez moi en Lozère, vous imaginez à 200 mètres d'altitude, s'il n'y a pas de paysage. Et je rajouterai même le culturel pour nous, parce qu'on a la notion de terroir. Pour nous, du Saint-Nectaire, ça doit se faire dans la zone de Saint-Nectaire, et ça, même si chimiquement, ça peut se faire partout dans le monde. Voilà, donc ça, c'est une vision qui est importante. Et nous, vas-y François, tourne. Voilà. Et alors, pour faire ça, bien, on dispose de quoi ? Il y a eu un petit quiproquo. À l'époque, quand vous revenez 10 ans en arrière, quand on disait pour nourrir les 9 milliards de personnes, il faut une agriculture intensive, etc., on pensait que c'était ces agriculteurs-là, et même on voit bien que maintenant ils ont été dépassés par cela, c'est-à-dire la grosse agriculture de firme dans laquelle on va mettre des moyens sur des milliers d'hectares, etc., pour faire de la nourriture. Sauf que nous disent tous ces paysans-là, les 2 milliards de paysans qui ne sont pas mécanisés, les 500 millions de paysans qui sont avec de la culture attelée, et les 50 millions de paysans qui ne sont pas très gros, comme tous mes amis lozériens, eh bien ils disent tous, on a vocation à nourrir notre population. Et c'est pas simplement laisser cela nourrir la population. Donc quand on revient dessus. Voilà. Et je trouve qu'en plus, quand on parle de souveraineté alimentaire, avec ces agricultures familiales au pluriel, tellement il y a de diversité, entre pays, mais à l'intérieur des pays aussi, et bien là, on est des femmes et des hommes, une histoire de passion, alors que j'ai peur que de l'autre côté, on soit pas mal dans les ordinateurs et les algorithmes, et qu'on soit surtout sur une histoire de dividendes. C'est une histoire, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai évoqué, je pense que c'est les Africains qui ont été les premiers sensibilisés au problème de la souveraineté alimentaire, et en particulier, ça me permet de rendre hommage à mon ami Bernard Dionga, qui est décédé cette année. Et donc, vous voyez, ils avaient mené une grosse campagne. Imaginez un pays comme le Cameroun, 17 millions d'habitants. Il leur a fallu un camion de 12 tonnes, 12 minutes, pour amener toutes les pétitions au Premier ministre pour dire « aidons-les à nous nourrir » ou les paysans avaient signé « aidez-nous à vous nourrir ». Bien ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait prendre. Mais il n'y a pas que les Africains. Regardez de l'autre côté, au Québec, même problème. Parce que les Américains, vous imaginez la ferme sous 2 mètres de neige là, que leur disent les Américains qui sont à 70 km de cette ferme, qu'est-ce que vous embêtez à faire de l'agriculture? Laissez-nous faire, on va vous en produire de l'alimentation. Donc c'est aussi un problème qui regarde les gens du Nord comme les gens du Sud. Et nous, ici, eh bien nous, vous voyez, on a eu un peu de mal à retarder. On a eu le Covid qui nous a amené à réfléchir. Hein, si vous voyez le titre de la montagne, le mardi 31 mars 2020, précieux agriculteurs, tout d'un coup on s'est rendu compte que peut-être la nourriture, elle venait pas dans les supermarchés par enchantement, qu'il fallait qu'il y ait des gens qui la produisent. Mais c'est vrai que si la FNSE a sorti sa charte pour une souveraineté alimentaire solidaire en 2020, on peut dire, on est légitime pour faire ce débat aujourd'hui, parce que regardez déjà, le 11 mai 2010, on organisait devant 400 personnes, souveraineté alimentaire, un enjeu commun, profession, société, enseignement. Donc ça fait un moment qu'on réfléchit à ce problème avant que tout le monde en parle.
Voilà. Et nous vivons un moment qui est exceptionnel. Je vous ai dit, j'ai 40 ans de coopération et c'est la première fois que je vois ça. La première fois que je vois ces 5 courbes s'unir. C'est-à-dire les consommateurs citoyens du Nord, les producteurs du Nord, les producteurs et les consommateurs citoyens du Sud, et vous me direz si je me trompe, et puis des ONG comme AFDI au milieu. C'est la première fois qu'ils convergent, parce que jusque-là, soit ils s'ignoraient, soit au mieux ils se concurrençaient. C'est la première fois que ces 5 flèches convergent sur une seule question: quel paysan on aura demain par rapport à quel type de production, quel type d'alimentation, quel type d'environnement, quelle vie des territoires, et surtout, au fond, quelle société on veut avoir dans chacun de nos pays. Et au-delà de cette souveraineté alimentaire qui nous unit tous, et il y a d'autres enjeux qui nous unissent, on vient de le dire, et là, ça ne sera pas le Nord et le Sud, ça va être le Nord avec le Sud. Eh bien, on va avoir d'autres défis. Et le premier qu'on veut traiter aujourd'hui, c'est celui du changement climatique. Voilà, pour faire ça, on va avoir une belle table ronde qui a été présentée tout à l'heure, mais je reviendrai sur chacun d'eux. Et là, dans un premier temps, on va laisser cadrer le problème par M. Arnaud Diemer, qui est du Centre d'études et de recherche de développement international, une de nos unités phares de l'Université d'Auvergne, puisque là, on y retrouve beaucoup de cadres africains qui sont formés à cet endroit-là. Merci pour cette présentation. J'ai compris que j'avais à peu près une dizaine de minutes pour évoquer ces questions qui sont quand même assez systémiques. J'insiste bien sur la question, on parle de changement climatique, mais ce n'est pas uniquement du changement climatique. Alors juste peut-être oui, pour me présenter, je suis rattaché au CERDI, mais je suis coordinateur d'un... Je peux être debout, ça va me faire du bien. Je coordonne un centre d'excellence Jean Monnet sur les questions agricoles, mais également de biodiversité, parce que quand on dit changement climatique, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une question systémique. Tout est touché. Le climat, bien sûr, joue un rôle important, mais si on regarde bien les productions agricoles, c'est aussi une réflexion sur la biodiversité, quel type de production, quel type de résistance au changement climatique, mais aussi comment le territoire se développe. C'est pas uniquement une question de nord-sud, c'est une question de comprendre finalement quelles sont les dynamiques. Et dans ce centre, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec l'AUF, donc l'Agence universitaire de la francophonie, puisque, on l'a dit au départ, il y a une convergence dans le nord comme dans le sud, avec une réflexion, c'est que produire, pour qui, sous quelle forme, avec quel horizon. Le débat qu'on a évoqué juste au départ entre souveraineté et sécurité alimentaire, il n'est pas anodin. La FAO, les grandes organisations défendent une sécurité alimentaire. Ça voudrait dire qu'il faut produire, entre guillemets, pas n'importe quoi, mais quelque chose pour se nourrir. On ne va pas réfléchir sur le terroir, sur l'usage des semences, sur la manière dont on se répartit les bénéfices à la fin, c'est avoir une nourriture à la fin de l'année. Ça signifie qu'on est prêt à avoir des terres qui vont produire du maïs, qui vont produire du blé, du riz, le tout étant que ces ressources puissent servir à l'alimentation et vont servir aussi aux recettes d'exportation de la plupart des pays. Et si on regarde tous les grands pays d'Afrique, par exemple, on s'est vite aperçu qu'effectivement, les grandes productions agricoles sont des recettes d'exportation. Finalement, c'est engranger de l'argent pour que l'État puisse effectivement avoir les moyens de sa politique économique. Quand on est sur la souveraineté, on l'a dit au départ, on part du territoire. Donc finalement, il y a des conditions agronomiques. Qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui ne pousse pas? Les exploitations, sont-elles familiales ou pas, sont-elles industrielles? Et on voit apparaître de plus en plus, c'est là où il y a un mouvement peut-être de frein, c'est qu'on commence à avoir des sociétés agricoles dans ces pays du Sud, et qui copient un petit peu ce qu'on a vu apparaître dans l'industrie agroalimentaire et agricole dans les pays du Nord. Donc on a un mouvement de contestation, mais un mouvement aussi d'adoption. Il ne faut pas l'oublier. Et des gens qui se mettent notamment à ce type de production intensive. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi ils s'y mettent, de quelle manière ils le font, et quelles sont les conséquences. Maintenant, si on repasse le décor sur la question du changement climatique, j'évoquais la notion de systémique. Je pense que c'est vraiment important de comprendre qu'il y a le climat d'un côté, mais il y a aussi des mouvements, des dynamiques très profondes dans chacun des territoires. Si vous regardez bien un changement climatique, on l'énonce chaque fois avec les rapports du GIEC, on vous dit qu'il y a une température moyenne qui va augmenter régulièrement, et aujourd'hui on se rend compte que allez, le 20e siècle ou le 22e siècle est trop loin, ça va être 2030, 2040 et même plus proche encore. Ça c'est une chose, mais le plus important c'est l'amplitude de température. Me dire que ça sera 1 degré de plus ou 2 degrés de plus, effectivement ça peut toucher les cultures, mais ça touche surtout des zones urbanisées, nous qui vivons dans les villes. Et là ça va devenir insupportable le changement climatique. Et là on a tout à fait à croire que dans les pays du Nord par exemple, on va être très équipé en air conditionné. Je rappelle juste un chiffre qui est très éloquent, qui peut montrer la tendance qu'on a aujourd'hui. En France, on est équipé à 8%.
8% des ménages sont équipés en air conditionné. Vous comparez aux États-Unis, c'est pratiquement 90% des gens équipés en air conditionné, et 50% de la consommation énergétique américaine vient des airs conditionnés. Elle est utilisée par des centrales thermiques, à charbon, à pétrole, qui tournent pour pouvoir produire ces airs conditionnés. Donc il est clair que c'est une question agricole, mais c'est aussi une question urbaine. C'est comment va-t-on aujourd'hui gérer cette élévation de température dans des zones où on s'urbanise énormément. Les pays du Sud sont autant touchés. Quand vous partez à Kinshasa avec 25 ou 30 millions de personnes dans une ville, on se pose la question comment va-t-on gérer ce surcroît de chaleur. Une première chose, comment on fait énergétiquement en vivant dans des villes, en sachant que forcément on s'équipera en air conditionné. Deuxième élément, ce sont les écarts de dispersion. Une température moyenne est une chose, ce qu'il faut regarder, c'est quelles sont effectivement les dispersions qu'il y a dans les températures. Vous savez qu'ici, on a une zone avec une amplitude thermique extrêmement forte, on peut se lever à 6 h du matin ou à 7 h en été avec 8, 9, 10 degrés, et on monte à 30. Eh bien, la question qui va apparaître dans les changements climatiques, c'est beaucoup plus de dispersion chaotique de température. On peut très bien avoir du gel en mai, en juin, pourquoi pas en juillet, et c'est ça qui va changer la donne. Dans toutes les agricultures nord-sud, les changements de température avec de grands écarts vont perturber finalement le cycle de production et le cycle agricole. À partir de là, on peut faire de la précision, on peut faire des algorithmes, on ne pourra pas, à un moment donné, modifier ce type d'amplitude. Même si on le sait un petit peu à l'avance, les coûts seront extrêmement élevés pour garantir une production et on ne voit pas comment on pourrait, même à travers des assurances, dans les pays du Nord, changer les choses. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de regarder ce qui se passe dans les pays du Sud. Parce que le changement climatique joue un rôle, mais en même temps, il n'y a pas que le changement climatique qui est en train de modifier la question alimentaire. Je dirais qu'il y a 4 questions qui sont importantes pour les pays du Sud. La première, on l'a dit, c'est effectivement un réchauffement climatique qui va faire que la plupart des grandes cultures exploitées, et je pense notamment, j'évoquais le riz, le maïs, le blé, le coton, qu'on retrouve dans une grande partie des pays agricoles, et au Burkina, justement, le coton était pendant très longtemps la première ressource et recette d'exportation. Il est clair que ces cultures vont commencer effectivement à évoluer d'un pays à l'autre. Et on voit par exemple avec l'Ouganda et le café va pratiquement disparaître de l'Ouganda dans les 5 ou 10 ans qui viennent. Donc ça signifiera que si on prend pays par pays, certaines recettes d'exportation vont disparaître. Il va falloir s'ajuster. Donc ça, c'est une question entre alimentation, exportation et économie du pays. Vous le montriez au départ, c'est vrai que si on dissocie territoire, alimentation et économie, on ne comprend pas la matrice. Or, très souvent, tous les États africains, quels qu'ils soient, pensent bien sûr aux recettes budgétaires et aux recettes d'exportation d'un grand nombre de ressources agricoles. Donc déjà, première idée, c'est comment ces pays vont évoluer par rapport à ce cadre-là. Deuxième logique, c'est qu'on pense beaucoup aux sécheresses, mais si on regardait la carte climatique, il y a beaucoup d'inondations et beaucoup de décalage dans les pluies et dans le cycle des pluies dans beaucoup de ces pays. Je prends un exemple, le Burkina que je connais bien, puisqu'on travaille dessus maintenant depuis à peu près 5 à 6 ans. On voit que la saison des pluies, qui était en mai-juin, est décalée pratiquement en juillet. Donc finalement, le changement climatique va décaler de plus en plus cette saison des pluies. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'eau, bien sûr, sert d'alimentation à la production agricole, mais l'eau sert aussi à s'alimenter et à la boire. Et on voit de plus en plus de contamination d'eau à cause, effectivement, du changement climatique. Ça, c'est un réel problème. Ça veut dire que ce n'est pas uniquement produire des biens sur un territoire, c'est aussi permettre à des gens de s'alimenter en eau. Donc finalement, le changement climatique va avoir aussi des conséquences sur ces conditions d'hygiène, de sécurité, voire d'éducation, parce que pour avoir fait cours dans une classe de 80 personnes avec des toits effectivement en tôle à des enfants, vous comprenez vite que les conditions climatiques vont pêcher aussi sur le cadre éducatif. Et ça, il ne faut pas l'oublier, on dit souvent que l'éducation, c'est le fer de lance d'un pays. Lorsqu'on n'a pas les moyens effectivement de gérer cette question climatique et qu'on doit accepter effectivement les conditions extrêmement délicates pour former, ça pose réellement des problèmes. Il y a un troisième élément qui est à mon avis très fortement lié au changement climatique. Il y a eu beaucoup, on va dire, dans les années 80-90, des tests, des expérimentations sur de nouvelles formes d'agriculture. Et je me rappelle que Pierre Rabhi avait, années 80, était parti au Burkina Faso, testé l'agroécologie. Et on peut dire aujourd'hui que le Burkina est un des exemples typiques sur l'agroécologie, avec un gros investissement dans ce domaine. La question qui est posée aujourd'hui, c'est non pas l'agroécologie, mais les cultures qu'on va utiliser dans l'agroécologie. Et comment on fait ressortir des cultures ancestrales
qui joue un rôle important, on dit les fruits et légumes, sur un territoire où on pousse tout le temps à regarder encore une fois ces recettes d'exportation. On arrive à comprendre qu'avec l'agroécologie, des concombres peuvent pousser, des courgettes peuvent pousser, et ça alimente bien sûr des réseaux courts. Et si on regardait la Covid, c'était un exemple extrêmement intéressant. Les gens ont pu s'alimenter par justement, en allant à domicile, livrer la production. Donc ça aussi c'est intéressant, l'agroécologie développe des circuits courts et développe des liens et des passerelles très fortes avec les consommateurs. Ça évite tous les circuits qui ont été perturbés lorsqu'on a vu apparaître effectivement ce virus qui a confiné et obligé une grande partie des exploitations à ne pas vendre ou à ne pas aller sur les marchés. Et je dirais qu'il y a un quatrième élément qui pour moi est le plus intéressant. Si on regarde tous les pays d'Afrique par exemple, qui avaient, années 60-70, une agriculture verte, capable d'autosuffisance. Et je pense bien sûr à l'Algérie, mais je pourrais en citer plein d'exemples. Le gros problème de ces pays, c'est que lorsqu'on découvre des matières premières, ces matières premières étant des ressources d'exportation, elles prennent vite le pas sur les ressources agricoles. Et moi j'ai beaucoup de doutes aujourd'hui. Alors c'est vrai que c'est intéressant d'avoir des réserves en pétrole et en gaz et d'être content de les utiliser pour avoir ces financements, mais on s'aperçoit qu'il y a bien sûr derrière ce mouvement un retour en arrière sur la partie agricole. Ça signifie que tous les pays qui se sont engagés dans les ressources naturelles dites énergétiques, en grande partie, voire aurifères, c'est ce qui se passe au Burkina Faso, ça signifie que très souvent il y a une régression sociale extrêmement forte sur le plan agricole. Ça signifie que c'est un pays qui commence à perdre son niveau de sécurité alimentaire très rapidement. On sait ce qui se passe au Burkina, il y a une découverte de mines aurifères depuis maintenant une dizaine d'années. C'est à peu près 700 mines artisanales qui sont ouvertes, 17 mines officielles. C'est 73% aujourd'hui des recettes d'exportation du pays. Avant, c'était à peine 30%. En 10 ans, un boom colossal. Pourquoi je te dis avec le climat? Les mines ont une résilience climatique, pas les produits agricoles. Quand il y a un changement climatique, qu'est-ce qui se passe sur des mines? Il n'y a pas d'effondrement, les gens travaillent sur les mines, exploitent la mine. Quand vous avez une résilience climatique sur un produit agricole, on peut tout perdre. Donc ce que j'ai extrêmement peur aujourd'hui, c'est que la plupart des pays africains qui ont ces ressources naturelles vont les développer davantage parce que dans le principe de résilience, c'est plus facile de compter sur des recettes d'exportation que de vouloir produire soi-même et d'assurer cette sécurité alimentaire ou cette souveraineté alimentaire. Je ne dis pas que ça sera le cas, mais il faut bien comprendre qu'à un moment donné, quand le climat ravage tout, la seule solution, c'est d'avoir des recettes d'exportation pour importer. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2007-2008, les émeutes de la faim. Elles ont eu pour premier de dire il faut qu'on soit souverain, que l'on produit chez soi, et en même temps on se rend compte qu'on ne peut pas tout produire, on n'est tous pas à l'abri des changements climatiques, et quand vous avez des recettes d'exportation qui viennent de ces ressources énergétiques ou ces ressources aurifères, tout portera à croire que les gouvernements vont pousser bien sûr pour avoir ces recettes. Je reprends le Burkina, mais dans le cas de l'or, exactement c'est 15% du budget de l'État du Burkina. Donc quand vous avez des recettes qui arrivent comme ça, qui vont permettre de développer l'économie, d'activer le territoire, ça peut jouer un rôle extrêmement important. Donc ceci pour dire que le climat, ce n'est pas uniquement des températures, ce n'est pas uniquement derrière des activités intensives, c'est beaucoup plus de choses. Il y a la biodiversité, aujourd'hui, qui est touchée, il y a des cultures ancestrales. Dans beaucoup de pays, on travaille sur le millet, sur le sorgho, sur le blé, et ces cultures reviennent tout doucement, elles ont un impact intéressant, mais avec le changement climatique, elles ne sont pas à l'abri, comme une autre, de subir effectivement une sécheresse ou une limite. Donc, peut-être qu'à l'avenir, il faudra faire extrêmement attention et bien mettre en lien, quand on dit changement climatique et activité agricole, voire souveraineté alimentaire, mettre bien en lien qu'un pays a besoin d'un système. Et pour faire système, il faut intégrer un grand nombre de choses. Quelle population agricole dans un pays? Le Burkina, c'est 80% des gens qui travaillent dans l'agriculture. Donc ça joue un rôle important. Quel seuil de pauvreté? Si vous avez 20 millions de personnes et 3 ou 4 millions de pauvres, vous voyez bien les conséquences que ça peut générer dans les solutions recherchées. Donc le climat est un élément à prendre en compte, mais ne pas oublier effectivement que tout ce qui gravite autour, c'est ce qui fait l'économie des territoires, c'est ce qui fait aussi la force des familles sur chacun des territoires. Il faudrait faire attention justement à ne pas trop simplifier les choses entre peut-être deux niveaux de modèle ou peut-être une aspiration. J'évoquais l'agroécologie, c'est une très bonne chose, mais ça montre bien les limites qu'on a aujourd'hui et les défis qu'il faut relever. On a un peu très près du sol et ça nous a permis d'élargir le champ de la réflexion.
On va faire un premier tour de table rapide, juste pour voir les réflexions que vous pouvez avoir par rapport à ce qui vient d'être dit. Et puis j'aimerais avoir votre perception, là, comme ça, là, du changement climatique pour vous. Qu'est-ce que c'est? Sébastien, si tu veux commencer. Merci Joël. Alors peut-être commencer par me présenter, parce que au-delà de la vice-présidence de l'Imagrin, je suis d'abord agriculteur localement, à 20 km de Clermont-Ferrand, sur une exploitation céréalière, sans irrigation, donc céréales sèches, du blé, du tournesol, du maïs, et oui, on peut encore faire pousser un peu de maïs sans eau, du maïs semence, de la vigne et un atelier d'ail de semences. Alors qu'est-ce que ça m'inspire? Alors déjà, on parle beaucoup d'Afrique et ça tombe bien parce que moins avec le Covid aujourd'hui, mais je suis amené à me déplacer sur des territoires africains à travers mes fonctions, parce que l'Imagrin, en fait, aujourd'hui, on est partenaire d'une entreprise semencière africaine, la première entreprise semencière africaine, d'ailleurs, Sitco. Alors, on est un peu plus sur le sud, j'ai envie de dire, sur la partie australe de l'Afrique, mais on commence d'ailleurs à revenir sur d'autres territoires. Et donc, c'est forcément des questions qu'on se pose, c'est-à-dire demain, un semencier, c'est quoi son rôle? C'est de produire des semences qui répondent aux attentes des agriculteurs. Et les agriculteurs, c'est de produire des graines qui répondent aux attentes des consommateurs, que ce soit eux-mêmes les consommateurs ou que ce soit d'autres consommateurs. Donc voilà, on est bien évidemment hypersensible à ces variations. Moi, en tant qu'agriculteur, bien évidemment, je vois les effets du changement climatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mes vignes, alors, hormis cette année, où on est un petit peu plus tardif, mais très clairement, en 20 ans, on a avancé de 15 jours les dates de vendange, et on est sur les mêmes cépages qu'il y a 15 ou 20 ans. Donc le changement climatique a un effet, vous l'avez dit, hein, c'est au-delà des températures, c'est des périodes de pluie, des périodes de sec qui se succèdent. Ça veut dire des sécheresses, mais ça veut dire aussi des problèmes d'inondation comme on connaît aujourd'hui. Donc on doit adapter nos systèmes en tant qu'agriculteurs par rapport à ça, parce que c'est vrai que on aime notre métier, ça c'est clair, mais on doit aussi en vivre. Donc on doit adapter, notre système. Alors ces adaptations, c'est quoi? Ça sera demain. Alors je ne sais pas si je vais déjà trop loin dans le... On va y revenir. On va rester là pour la première réaction. Voilà. Et ça me permet de saluer aussi Jeanne de Balater, qui est directeur de la Fédération régionale des coopératives, qui a fait son assemblée générale cette année sur cette thématique. La souveraineté alimentaire est-elle une utopie face à la réalité des marchés agricoles? Et c'était un très très bon débat, qu'on peut peut-être retrouver par ailleurs. Voilà. Je viendrai à toi à la fin. Moumouni, même chose, réaction sur ce qui vient d'être dit, et puis toi, ta perception au Burkina dans ton vécu de ce changement climatique. Merci beaucoup. C'est bon. Moi, c'est Momoni Sidibé, je suis du Burkina Faso. Mon activité principale, c'est la transformation et commercialisation des produits laitiers. Alors, en delà de ça, je suis également membre de plusieurs interprofessions et des unions nationaux au sein des pays. Je suis invité ici à travers AFDI, mais en lien avec l'Union nationale des mini-laiteries du Burkina. L'Union nationale, c'est une union qui regroupe l'ensemble des un certain nombre de mini-laiteries. Aujourd'hui, on se trouve avec 80 mini-laiteries comme membres, parce que c'est les mini-laiteries qui sont membres. Donc, autour de ça, il y a 1000 personnes comme membres de ces 80 mini-laiteries. L'activité principale, c'est des petits producteurs et des transformateurs. Alors, on est là, on a pris part par rapport à ce qu'on vient de faire et on est en train de faire. C'est que c'est un défi vraiment énorme. Parce que quand vous ne maîtrisez pas, comme quelqu'un l'a dit au début, ce n'était pas comme ça il y a plusieurs années et c'est comme ça maintenant dans quelques années. Et là, on ne sait pas comment se comporter parce qu'on est habitué à notre climat, on est habitué à nos dates par exemple. Si on sait que dans tel mois on doit semer, dans tel mois on doit faire les récoltes et maintenant on rate tout. Bon, il n'y a pas un programme fixe. Donc du coup, au niveau de l'alimentation des bétail, au niveau des petits agriculteurs, ça joue sur beaucoup de choses. Je crois qu'on a la grande chance, nous les Burkinabés ici dans la salle, notre ministre des Ressources animales est avec nous, qui va vraiment nous donner des informations
parce que, bon, vraiment c'est un jeune, c'est une personne très ouverte, on lui fait confiance, mais nous aussi, ce qu'on a vécu dans le terrain, c'est aussi une contribution qu'on doit apporter, et ensemble, on fait sortir des défis. Et maintenant, en gros, pour vous dire que dans ce qu'on dit, il y a pas mal de ONG, il y a pas mal d'organisations, il y a pas mal de sociétés coopératives qui défendent, et à travers des efforts du gouvernement. Le gouvernement, de jour et nuit, se bat pour vraiment amener les gens à être vraiment au même niveau et amener les gens à résoudre leurs problèmes. Maintenant, un problème qui est au-delà de ta capacité. Bon, c'est vraiment ensemble que je crois qu'on va pouvoir intervenir et se battre. Pour les gens qui ne sont pas allés au Burkina, je voudrais que si tu pouvais me donner 3 chiffres. Ta mini-laiterie, c'est combien de litres que tu traites par jour, c'est combien de personnes qui travaillent et c'est combien de producteurs qui l'approvisionnent. Ok, merci. À ce qui concerne ma mini-laiterie, je suis à 1500-2000 litres jour aujourd'hui. J'ai 5 coopératives qui nous livrent du lait sur place. Et ces 5 coopératives-là regroupent 500 producteurs. Et au sein, il y a 387 femmes, dont 214 hommes. Et pour remonter la production, un producteur moyen, il te livre combien de litres de lait par jour? Bon, ça dépend des races parce que... En moyenne, 5. En moyenne, 5. Maintenant, il y a des races, il y a des améliorations, des inséminations à travers l'accompagnement des ministères qui se met en place de jour en jour et qui accompagne les activités d'élevage à s'organiser mieux et à travers des organisations. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous aussi on a des races qui peuvent aller à 10 litres, de 5 à 10 litres. Donc ça c'est des races inséminées, c'est des races métissées. Et juste un dernier chiffre pour relativiser les choses. Un producteur qui te vend 10 litres de lait, avec ça il fait vivre combien de personnes? Bon, ça dépend de combien de personnes qu'il a chez lui. Hein. Oui, mais pour donner une idée générale, parce que pour quelqu'un qui n'est jamais allé au Burkina, ça peut paraître ridicule de produire 10 litres de lait, mais avec ça, ça permet de, en gros, si tu devais dire un chiffre, ça lui permet de nourrir de faire vivre combien de personnes? Bon, environ 5 personnes. Voilà. Donc c'est important. Je voulais juste lui faire dire ces chiffres-là pour relativiser, parce que les chiffres peuvent paraître, quand ils arrivent là, ils peuvent paraître ridicules, mais ça nous renvoie à une question du dernier débat où le président de l'Union des mini-laiteries nous avait dit vous m'avez fait visiter une ferme de 85 vaches laitières dont la plus mauvaise produisait plus que mon troupeau, et à la fin vous me dites qu'il faut que les pouses travaillent à l'extérieur pour vivre. Et moi, avec 10 litres de lait vendus par jour, je fais vivre 15 personnes. Voilà, donc c'est juste une parenthèse, mais pour que vous situiez que c'est important la production qui peut se faire au sud, même si les échelles de valeur ne sont pas les mêmes, les conséquences sont peut-être encore plus importantes que chez nous. On finit par Olivier Tourin, et je reviendrai à Flore après. Donc là, c'est important de présenter ce que tu es, parce que par les temps qui courent, AP3C, ça doit dire quelque chose. Oui, alors, comme Sébastien, mon métier, c'est agriculteur. Donc, je suis agriculteur en Creuse, limite limite allié plutôt, en système bovin allaitant, naisseur engraisseur, quelques céréales, notamment filière qualité courte pour le blé. Et voilà. Donc, comme l'a dit Joël, j'ai quelques responsabilités dans le monde professionnel, notamment au niveau des chambres d'agriculture, c'est ce qui m'amène aujourd'hui. Et je suis responsable du dossier AP3C au niveau Massif Central, au sein du SIDAM. Le SIDAM, c'est un service interdépartemental Massif Central des chambres d'agriculture qui regroupe à peu près 22 départements, pour faire rapide. Et depuis 2012, c'est parti en Creuse, et 2015 au niveau Massif Central, on a voulu, on va dire, être proactif sur le changement climatique. On pourrait y en venir après. Et donc on a embauché un climatologue qui nous a permis de faire des projections, mais on le détaillera peut-être tout à l'heure. C'est le AP3C. AP3C, c'est adaptation des pratiques culturelles au changement climatique. Et par rapport à votre question, Joël, sur votre intervention, je partage beaucoup d'éléments. Déjà,
ce que j'arrête pas de marteler, c'est que le changement climatique, le premier point, pour nous, c'est pas une histoire de marketing. Alors quand je dis ça, c'est que le changement climatique, aujourd'hui, tout le monde en parle. On va en entendre parler encore beaucoup plus pendant les 6 prochains mois. Les candidats à l'élection, aux différentes élections, vont le mettre à toutes les sauces. Et c'est bien, le côté positif, c'est que tout le monde en parle et ça permet de prendre conscience. Par contre, en tant qu'agriculteur, nous, depuis 2012, on a dit qu'il faut qu'on s'y intéresse réellement, qu'on soit proactif, parce que ça a beaucoup d'incidence sur notre métier. Mais ça, je pourrais le détailler tout à l'heure. Et ça doit être traité à l'échelle du système. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, à l'échelle systémique. Et ça, j'arrête pas de le marteler, parce que si on prend petit bout par petit bout, on se trompe. C'est-à-dire que nos exploitations agricoles, mais quand je dis nos exploitations agricoles, c'est que ma coopérative, ou mes coopératives auxquelles je vends mes produits, par exemple, pour moi, je les considère comme la prolongation de mon entreprise. Et la coopérative pour laquelle Sébastien a des responsabilités fait partie des entreprises qui sont importantes aussi, parce qu'elles nous approvisionnent pour une partie de ce qu'on a de nos intrants, des semences et autres. Donc pour moi, c'est vraiment le système global qu'on doit intégrer. Ça, c'est un premier point que je retrouvais dans votre intervention. Et puis pour nous, faut quand même rappeler, des fois c'est important, de rappeler que notre première fonction d'agriculteur, c'est de produire. Avoir des productions au pluriel. Alors, quand je dis ça, c'est des productions alimentaires, je ne veux pas toutes les citer, mais voilà. Et pourquoi au pluriel? C'est aussi parce que nos exploitations, on a des produits de service, des productions pour services environnementaux et autres. On a un rôle primordial. L'autre mot que je retrouvais dans votre intervention, c'est le mot territoire. On est quand même le socle, enfin, vous venez de la Lozère, moi je viens de la Creuse, hein, ça a quelques similitudes, mais on est quand même le socle de vie des territoires. Et l'agriculteur et nos entreprises sont là pour produire l'alimentaire, pour produire le non-alimentaire, pour faire vivre les territoires, aussi pour produire de l'énergie. Quand on peut avoir des projets, on va dire, territoriaux, où ce sont ce qu'on appelle communément nos déchets qui servent à produire de l'énergie et qui va chauffer ou qui va alimenter en gaz, par exemple, l'ensemble des maisons, des habitations, des gens qui habitent sur le territoire, c'est quand même hyper cohérent. Donc c'est cet aspect territoire, système et rôle important de l'agriculture, et c'est pour ça que je disais que c'est pas du marketing, c'est pas juste pour en parler. Nous, on est dans le concret. Mais on y reviendra. On y reviendra. Flore, c'est pas pareil, politesse que je te mets en dernier, mais parce que tu vas réagir comme tes 3 prédécesseurs sur l'intervention d'Arnaud Diener, sur ta perception du changement climatique, et quand tu y seras, tu pourras enchaîner. On attaquera le domaine changement, conséquences sur la production et les adaptations, et donc tu pourras directement enchaîner sur ce que vous faites au Burkina. Okay, ta présentation d'abord. Oui, donc bonjour à tous. Donc je suis Flore Ferraro, chargée de mission à AFDI. Donc en fait, je coordonne la thématique changement climatique, agroécologie et conseil agricole pour AFDI. Et je suis également en charge du suivi des partenariats d'AFDI au Burkina Faso. Donc pour réagir à votre intervention, je m'y retrouve plutôt assez bien. Et en fait, je peux même enchaîner avec ma présentation parce que ça répond, ça répond pas mal à la question. Parce qu'effectivement, donc les différents partenaires d'AFDI, principalement en Afrique de l'Ouest et Madagascar, font déjà depuis quelques années ces constats du changement climatique. Ce qui remonte du terrain et des producteurs avec qui on a l'occasion de travailler, c'est cette irrégularité des pluies qui entraîne donc des décalages dans les calendriers culturaux. Ils nous font part d'une réduction des volumes pluviométriques sur l'année. Ils nous font part d'une augmentation des températures, d'une augmentation de la fréquence des phénomènes climatiques extrêmes. Et donc toutes ces modifications météorologiques, au final, elles entraînent aussi une augmentation d'aléas climatiques tels que les sécheresses, les inondations, les cyclones,
Donc ça, c'est vraiment des choses que les producteurs, dont les producteurs nous parlent de plus en plus, et c'est pas nouveau, ça fait déjà quelques années. Ce qui amène aussi les organisations de producteurs à faire face. Et cette réalité du changement climatique entraîne une prise de conscience, un besoin de gérer ce risque agricole et d'y faire face. Et donc, au niveau d'AFDI, on essaye d'accompagner les organisations paysannes dans cette gestion du risque climatique. Et donc notamment à travers un outil dont je vais vous présenter le contenu maintenant. Je peux faire 5 minutes, 3, 6, 7. Allez, j'accélère. Donc en fait cet outil de construction de la résilience face au changement climatique est un outil qui a été construit par AgriCord. Donc AgriCord, c'est une alliance d'agri-agences, donc d'organisations comme AFDI, au niveau international. Donc AFDI est membre fondateur, il réunit plusieurs organisations, donc à la fois européennes, mais aussi sénégalaises, asiatiques, canadiennes. Et donc c'est cette alliance qui a mis au point cet outil-là, qui en fait a plusieurs objectifs. Donc au niveau des agriculteurs, ça doit leur permettre de prendre conscience de ces changements climatiques, de leur impact sur leur activité, sur leurs moyens de subsistance, et surtout leur permettre d'étudier les possibilités qui s'offrent à eux pour s'adapter et lutter contre ces changements climatiques. Au niveau des organisations de producteurs, cet outil il permet donc d'utiliser les données du terrain pour vraiment adapter les services qu'ils proposent à leurs membres, pour permettre cette adaptation et inclure ces adaptations dans leur plan stratégique de l'organisation. Mais ça leur permet aussi d'avoir des éléments pour avoir des arguments de plaidoyer justement pour montrer l'action des organisations paysannes dans cette lutte et cette adaptation face au changement climatique, et donc essayer de capter des financements, parce que les financements climat existent, mais ils ne sont pas toujours à la portée des organisations de producteurs, et donc l'idée c'est aussi de donner les arguments pour pouvoir capter ces fonds. Donc c'est un outil qui est d'abord vraiment adapté sur le terrain, et donc on l'utilise avec des groupes de producteurs qui permettent en fait d'obtenir ces chaînes d'impact, réfléchir quels aléas climatiques nous impactent le plus, quelles sont les activités les plus touchées et pourquoi, et réfléchir donc qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre pour réduire tous les impacts. Donc à chaque niveau de la chaîne, on va se poser les questions de se dire ben voilà, qu'est-ce que je peux mettre en œuvre pour réduire mon exposition à la sécheresse, pour réduire la sensibilité de mes cultures, pour réduire l'impact général. Donc juste pour que ça soit un peu plus concret, je vais vous parler d'un exemple à Madagascar, parce qu'on a commencé à vraiment utiliser cet outil à Madagascar avec notre partenaire qui est un réseau d'organisations paysannes, le réseau SOU, donc qui réunit 25 organisations paysannes à travers tout le pays, à peu près 30 000 producteurs. Et donc on a commencé à utiliser cet outil avec eux. Donc là c'est un exemple qui est dans le nord de Madagascar avec une organisation qui s'appelle MTF. Donc l'outil est utilisé avec un petit groupe de producteurs, une trentaine de producteurs. On fait attention à ce que ce soit des gens représentatifs de l'organisation paysanne, donc il y a des hommes, des femmes, des jeunes, et chacun aura la place qu'il faut pour s'exprimer. C'est un atelier sur 3 jours. Donc le premier jour, on travaille d'abord à faire parler les producteurs pour identifier les aléas climatiques principaux auxquels ils sont confrontés. Sur ces 20 dernières années, on fait des projections dans le futur sur les 20 prochaines, comment ils imaginent que le climat va évoluer. On confronte tout ça avec les données scientifiques qui existent, et généralement les données scientifiques vont dans le sens de ce que les producteurs constatent sur le terrain. Une fois qu'on a fait ces constats, qu'on se projette, on va déterminer les aléas qui seront les plus impactants sur les activités des producteurs, sur leurs moyens de subsistance. Et donc on va surtout travailler sur 1 à 3 aléas climatiques. Donc dans le cas de Madagascar, les producteurs ont cité les cyclones, les inondations, qui sont souvent liées aux cyclones, et les sécheresses. Donc ça a été les 3 aléas sur lesquels ils ont travaillé. En voulant cibler en termes de filière, ils ont axé leur réflexion sur la filière riz,
qui est vraiment importante à Madagascar puisque c'est la base de l'alimentation des gens, donc c'est une filière principale pour tout ce qui est sécurité alimentaire. Et puis ils ont également travaillé sur des filières là, de rente, donc bananes et vanille, qui apportent les revenus principaux aux paysans et qui donc sont indispensables pour tout ce qui est satisfaire les besoins de la famille, scolarité, santé ou autre. Donc pour sur ces trois aléas, ils ont élaboré des chaînes d'impact en déterminant donc les effets sur ces filières riz, banane, vanille, donc les impacts, pourquoi elles sont impactées, etc. Une fois que ces chaînes d'impact ont été établies, ils travaillent sur les étapes d'adaptation. Donc si je prends un exemple, par exemple réduire l'exposition dans le cas d'un cyclone sur la filière banane, les possibilités d'adaptation, c'est aller planter les bananes dans des zones où les vents sont moins violents que d'autres, en tout cas moins exposés aux vents violents. Ça peut être une option d'adaptation. Réduire la sensibilité, si on prend les inondations et la filière riz, ça va être choisir des variétés de riz qui ont une paille plus haute et qui permet d'être moins submergé en cas d'inondation. Les autres stress, c'est par exemple, après des cyclones ou des inondations, ils constatent qu'il y a souvent une prolifération de maladies ou de ravageurs. Donc là, une des adaptations possibles, ça va être de former les producteurs à cette lutte phytosanitaire. Alors je ne parle pas forcément de chimie, ça peut être agroécologie, c'est même plutôt les voies vers lesquelles ils se tournent. Mais en tout cas, il y a des formations qui peuvent être mises en place pour aider les producteurs à faire face. L'impact humain, sur ces trois aléas, il y a des pertes de revenus qui sont très importantes. Donc là, on va réfléchir comment faire pour diminuer ces pertes de revenus. Et souvent, c'est une des voies d'adaptation, c'est diversifier les productions sur l'exploitation. Ils ont souvent des toutes petites parcelles, c'est voilà, qu'est-ce que je peux faire de plus, un atelier d'élevage par exemple, ou autre. Donc voilà, c'est vraiment, chaque étape, on réfléchit, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. On étudie la faisabilité de ces options d'adaptation, les capacités que les producteurs ont pour les mettre en place, et on va prioriser de ce fait-là les adaptations possibles. Donc par groupe, je vous le disais, on travaille vraiment notamment genre homme-femme, parce que les constats sont souvent différents, les impacts sont différents, selon si on est une femme ou un homme, on n'a pas tout à fait les mêmes activités. Par exemple, les hommes, ce sont plutôt eux qui font la vanille ou qui tirent le revenu de la vanille, alors que les femmes vont être sur la banane. Donc on est sur des activités un peu différentes et c'est important que chaque groupe s'exprime bien. Et c'est vraiment le groupe qui, par consensus, va déterminer, prioriser les options d'adaptation qu'ils pourraient mettre en place en priorité. Et donc, pour terminer, ce qui est important après ces ateliers et ces réflexions avec les producteurs sur le terrain, c'est ce que va en faire l'organisation paysanne. Donc l'objectif, c'est aussi de restituer ces résultats de terrain auprès des conseils d'administration des organisations de producteurs, que ce soit discuté dans l'OP pour qu'ils s'approprient les résultats, les constats, qu'ils puissent élaborer des plans d'action, qu'ils puissent adapter les services qu'ils rendent à leurs membres. Je vous le disais, si une des options, c'est d'adapter la variété de riz qu'on utilise, ça veut dire que l'organisation paysanne derrière doit arriver à trouver la variété, donc revoir son approvisionnement en semences. Voilà, ça enchaîne des modifications de services derrière que l'organisation doit prendre en compte, rechercher des partenaires parce qu'il faut du financement. Si vous êtes sur de l'aménagement de diguettes ou autres pour lutter contre les inondations, il faut des moyens financiers, il faut réfléchir après à l'entretien, donc réfléchir aux services derrière d'entretien des canaux, etc. Donc tout l'accompagnement d'AFDI se poursuit au-delà de ces ateliers avec les organisations de producteurs pour pouvoir réfléchir sur le long terme. Et c'est tout ça l'enjeu, c'est de vraiment construire des plans stratégiques autour du changement climatique sur du long terme. Merci Laure. 3 secondes de ça. Donc, comme je suppose que ça devient intéressant tout ce que vous avez raconté là et que vous avez envie de poser des questions, eh bien, je vais faire un dernier tour de table et je vais tout regrouper à nos 3 intervenants. Je vais leur demander à la fois comment ils voient les choses par rapport à la production, par rapport à l'alimentation et par rapport aux territoires ruraux, puisqu'on a vu que tout ça s'était lié. Et je vais commencer par Olivier Touran, parce que est-ce que AP3C, ça serait un petit peu le pendant de ce qu'on vient d'entendre là mais pour la Creuse et pour la Lozère?
Alors déjà, c'est pas que pour la Creuse et la Lozère, c'est pour l'ensemble du Massif central. Juste pour refaire la genèse, peut-être, pour préciser, c'est-à-dire que on était quelques-uns, on voyait, vous avez parlé de la sécheresse, je crois, de 2003, on se rendait compte qu'il y avait des aléas climatiques, sécheresse, gel, voilà, qui venaient de plus en plus fréquemment. Nos parents avaient connu la sécheresse de 76, ils en parlent encore, mais nous, c'était tous les 2-3 ans, quoi. Et en 2006, hein, quand ma carte d'identité me permettait d'être, comme d'autres, responsable JA, j'avais fait comme thème de notre Assemblée Générale départementale le changement climatique comme thème d'Assemblée Générale et de notre rapport d'orientation. Donc quoi, les jeunes, leur seul tort, c'est d'avoir tort trop tôt. Raison trop tôt, pardon, d'avoir raison trop tôt. Mais bon, donc le temps, il nous a fallu quelques années pour faire comprendre à nos collègues qu'il fallait qu'on s'attelle à ce sujet-là. Et en 2012, au niveau du département et de la région Limousin, on a eu l'opportunité d'embaucher un climatologue. Puisque les différents rapports qu'on avait vus, hein, le GIEC et autres, ont un intérêt très important pour faire de la sensibilisation, pour informer de l'évolution climatique et de ce qui va arriver. Par contre, en tant qu'agriculteur, pour voir ce qui va se passer sur ma ferme et pour faire évoluer mon système d'exploitation, la maille territoriale, souvent c'est la France ou c'est une grande région, donc ça ne me sert à rien sur ma ferme. C'est-à-dire, comme vous le disiez tout à l'heure, de dire que la température va augmenter en moyenne annuelle de 1 degré, ben ça ne me sert à rien pour mon système. Parce que ça ne me dit pas la culture que je pourrais faire demain ou ce que je pourrais plus faire. Donc c'est pour ça que, et le climatologue qu'on a embauché, c'était déjà notre intervenant en 2006, il était passionné de ça. Donc en échangeant avec lui, ce qu'on a convenu, c'est de dire on va faire étape par étape et on va le prendre dans l'ordre. Et la première étape, c'était de produire les données climatiques. Alors nous, on a choisi échéance 2050, bon, une trentaine d'années, voilà. Station météo par station météo. Et sur le département, en Creusot, on en avait 22. Donc ça faisait une par canton. Et c'était ça qui était important, c'était de dire en termes de pluviométrie, ETP, enfin voilà, température et tout ça, quelle va être l'évolution dans les 30 prochaines années. Et on savait qu'au final, on arriverait même à l'avoir presque, c'est là où on en est aujourd'hui, tous les 500 mètres. Donc, parce que l'évolution climatique chez moi et chez mon collègue qui habite à 20 km ne sera pas la même. Parce qu'il y a une vallée, parce que si, ça. Donc c'est ça, nous, c'était notre objectif. Donc on a commencé par faire ça, puis après on l'a... En 2015, nos collègues, quand on se réunissait ici en CIDAM, trouvaient que c'était intéressant, donc on le conduit au niveau Massif central maintenant. Donc ça a été la première étape, de produire les données climatiques à l'échelle de l'exploitation au chacun. Pour pouvoir, après, produire des indicateurs agroclimatiques, c'est-à-dire qu'on en a une cinquantaine, si je ne dis pas de bêtises, en disant pour telle et telle culture, et ben la somme de température à 200 degrés par exemple qui est importante, soit pour répandre de l'azote, soit pour le démarrage des prairies, ça sera à telle date. Enfin voilà, on a une cinquantaine d'indicateurs agroclimatiques pour l'ensemble des productions. Et puis ce qui est important, c'est de calculer, enfin ça c'est le climatologue qui nous le fait, hein, c'est pas nous qui avons les compétences, c'est une des données importantes du climat, enfin de l'évolution, c'est la variabilité qui augmente. C'est-à-dire que les saisons telles qu'on l'a connues avant n'existent plus de la même façon. Voilà, donc c'est vraiment tout ce qu'on a produit. Et parmi les... Alors sans rentrer dans le détail climatique, mais parmi ce qui nous perturbe le plus au niveau Massif central, c'est l'évolution du climat au printemps, quand même parler des saisons, qui est la saison stratégique pour nous, soit pour les éleveurs parce qu'on produit nos stocks, pour les cultures c'est la phase de végétation importante. Enfin, voilà, donc c'est la saison printemps où le climat, on va dire, évolue le plus et remet le plus en cause nos systèmes. Alors, voilà, enfin, on a eu plein de conclusions, hein, vous pourrez le retrouver, je
crois que vous aurez les coordonnées tout à l'heure. Et puis, tout ça pour arriver à pouvoir accompagner les agriculteurs et qu'ils soient maîtres. Je fais partie de ces agriculteurs, je n'aime pas trop qu'on me dise comment je dois faire, donc je suis associé quand même à la réflexion. Qu'on réfléchisse comment faire évoluer nos systèmes en tenant compte de ça. Mais c'est-à-dire que la solution... je suis aussi président d'un conseil d'administration dans un établissement scolaire. J'ai l'habitude de dire à nos enseignants que l'époque où l'enseignant savait expliquer à ce jeune en formation comment il fallait faire, c'est révolu. Dans les établissements, on est là pour transmettre une partie de savoir quand même. Il y a des bases à connaître. Enfin voilà, l'agronomie, il y a des bases, la zootechnie, il y a des bases, l'économie aussi. Enfin voilà. Par contre, ce qui est important, comme les solutions ne sont plus généralisables, il faut former les jeunes, ou les moins jeunes, à raisonner et à avoir une méthode de réflexion qui permette de trouver la solution, même si j'aime pas ce mot-là, adaptable à son entreprise, ou s'il est technicien, conseiller, comment accompagner ses différents adhérents ou clients. Donc c'est vraiment là où on en est arrivé, c'est par le voie de la formation, par le voie de l'échange, que chacun puisse faire évoluer son système d'exploitation de l'entreprise agricole en fonction de son point de départ et de l'évolution climatique, puisque maintenant, chaque agriculteur du Massif central peut avoir accès à la carte du climat de sa ferme. Je le résume comme ça, mais c'est à peu près ça. Et c'est là maintenant où on est en phase de réflexion, enfin d'échange, où on réunit les agriculteurs, on réunit leurs partenaires, pour voir comment on peut faire évoluer nos systèmes pour que demain on continue à produire l'alimentation non alimentaire indispensable à notre territoire ou on va dire à l'humain. Ça c'est primordial. Et puis tout en continuant à en vivre, puisque si je vous disais tout à l'heure qu'on a voulu être proactif, c'est pour ne plus être en phase de réaction, parce que quand on subissait une sécheresse, un gel tardif ou autre, on se posait toujours la question après. C'est-à-dire qu'on continuait, et on continue encore, hein, on n'a pas tout résolu, puis on n'aura jamais tout résolu, mais à faire des cultures qui vont geler 2 années sur 5 ou tout ça, et ben on a pris des gamelles techniques, économiques, et on met nos entreprises en péril. Donc c'est ça qu'on veut essayer de corriger et de travailler, c'est-à-dire que l'agriculteur, il a les données climatiques, les indicateurs et autres, et il sait que sur sa ferme, 3 années sur 5, parce que notre climatologue nous a fait ça aussi, la fréquence de chaque événement, c'est-à-dire, alors c'est pas en 2023 il y aura ça, en 2032 il y aura ça, par contre c'est de dire 3 années sur 5, par exemple la culture du maïs, comme Sébastien le citait tout à l'heure, dans telle zone, ça sera difficile puisqu'il n'y aura pas d'eau. Alors soit vous irriguez, soit vous trouvez d'autres solutions, soit vous trouvez une autre espèce. Et puis dans d'autres zones qui ne peuvent pas en faire aujourd'hui, hein, je parle sur la partie la plus montagneuse du Massif central, et bien par contre, eux, ils pourront en faire parce que le réchauffement climatique et la pluviométrie qui se maintiendra à peu près fera que le maïs ne gèlera plus au printemps quand il va sortir, ou fin septembre, au moment où il va finir de mûrir, quoi. Donc c'est toutes ces choses-là, ces fréquences et tout ça, et puis après l'agriculteur, comme je vous disais, quand certains n'aiment pas qu'on nous dise comment on doit faire, il prendra ses responsabilités, parce que l'agriculteur, il est chef d'entreprise, il dira, moi je prends le risque parce que une année sur 5, ça sera difficile, mais par contre, je vais l'anticiper, je ferai peut-être un peu plus de surface, et puis j'aurai du stock de report, par exemple. Enfin voilà, je ne vais pas citer toutes les solutions, mais maintenant les agriculteurs, et on les accompagne, doivent, je vais presque dire, faire ces travaux-là, quoi. Voilà. Mais là, on n'est pas au bout, puisqu'on en a à cette phase-là, mais maintenant il y a plein de travail à faire avec les filières, parce que ça remet en cause, par exemple, certaines AOP, certaines filières qui ont des cahiers des charges qui commencent à devenir un peu contradictoires avec l'évolution climatique. Des filières qui disent qu'il ne faut pas d'enrubanage, il ne faut pas de foin, alors qu'il faut faire des récoltes
fourragère d'herbe plus précoce par exemple, eh ben, ils doivent se poser des questions. Enfin, moi, c'est pas à moi d'y répondre, hein, c'est à eux, mais ils ont la matière. Voilà, nous, notre rôle, au niveau du CIDAM, c'est de fournir la matière et d'accompagner, et de créer des liens. Voilà. De fournir des éléments de questionnement. Voilà. Ouais. Et pour revenir à l'enseignement, c'est vrai que pour avoir été prof pendant 40 ans, on était pendant longtemps dans des recettes faciles, applicables par tout le monde. On a bien vu que petit à petit, ce qu'il fallait, c'était amener les élèves à se questionner et à poser les bonnes questions. Donc on est dans une phase intéressante. Peut-être, puisqu'on s'est retrouvé dans cette période-là des recettes faciles, puisque Sébastien, peut-être que tu peux enchaîner sur le point plus précis de la semence, puisque quand l'Imagrin a été créé, c'était justement qu'il y avait un problème de semence et que 7 agriculteurs se sont réunis pour dire comment on règle ça. Et aujourd'hui, on voit bien qu'on a d'autres types de problèmes. Donc comment tu vois ça? Alors sans refaire l'histoire du Maghreb, c'est vrai que moi je fais partie de la génération où Joël m'a amené les recettes. Donc je ne sais pas si aujourd'hui j'ai totalement l'esprit assez ouvert pour me poser les bonnes questions. Mais non, alors plus sérieusement, pour revenir sur l'Imagrin et sur l'histoire de l'Imagrin, c'est vrai que l'Imagrin, l'histoire c'est quoi? C'est qu'en définitive, c'est parti en fait d'une coop céréalière. Enfin, peu de personnes le savent, mais une petite coop céréalière qui collectait du blé de l'Imagrin. Et on en était un peu là, quoi. Et donc, des agriculteurs ont décidé d'aller voir ce qui se passait un peu ailleurs, notamment aux États-Unis. Et ils ont découvert à ce moment-là la culture du maïs. Alors c'est bien, c'est mal, c'est discutable. On pourrait se dire qu'ils auraient bien fait de rester chez eux, ou pas. Mais en tout cas, ça a été la réalité. Et ces agriculteurs, quand ils sont rentrés, ils ont dit demain, cette culture du maïs, elle va être importante, parce qu'il y aura une demande. Cette demande, elle sera mondiale. Ça veut dire qu'il y aura une demande peut-être au niveau des semences. Et il faut qu'on soit capable de produire ces semences. Ça peut être une très bonne diversification pour notre petite plaine de la Limagne, qui est quoi en définitive? Une plaine qui fait 100 km de long sur 15, 20, 30 km de large, à peu près 80 à 100 000 hectares. Donc c'est vraiment un tout petit lopin de terre au milieu des montagnes, mais sur lesquels il y avait quand même une certaine agriculture familiale, avec un réseau dense d'agriculteurs, et surtout une volonté de ces agriculteurs de rester assez nombreux. Ils préféraient avoir des voisins plutôt que des champs. Donc voilà, ça a été l'état d'esprit. Et donc de là est né l'Imagrin. Alors bien sûr, après, on a été dans le maïs, on a eu une réussite commerciale, notamment à travers le Légion, ce qui a fait que ça nous a amené quelques moyens supplémentaires économiques, on s'est diversifié. On a été dans les semences potagères, puis ensuite on s'est encore diversifié. On a commencé à se dire il faut faire une filière. Alors quand je dis on, c'est pas moi, c'était les années 83, donc j'étais même pas encore passé par le filtre Joël. Donc voilà, non mais c'était de dire il faut qu'on redéveloppe des filières de consommation, c'est-à-dire que répondre aux attentes d'un marché sur du maïs, c'est là qu'est née la filière maïserie et la production notamment d'hominy pour faire des céréales au petit déjeuner. Après, on a eu une entrée d'emblée, et puis ce qui est surtout derrière l'entrée d'emblée au niveau des semences, surtout on s'est dit, ils se sont dit à l'époque, comment est-ce qu'on fait pour aller capter cette valeur ajoutée maximale qu'on pourrait capter, pour la ramener sur les fermes, pour répondre à l'attente des adhérents de la coopérative, c'est-à-dire vivre sur des systèmes où, grosso modo, c'est quoi? C'est 80 hectares, c'est-à-dire qu'on pourrait s'imaginer que c'est des grosses exploitations céréalières, pas du tout, c'est des exploitations de 80 hectares, très diversifiées, et la diversification d'ailleurs a un intérêt par rapport au changement climatique, mais c'est des petites fermes, et donc à chaque fois on a essayé d'amener cette valeur sur ces fermes pour conserver un maximum d'agriculteurs sur nos zones. Donc le changement climatique, là c'était plus par rapport à l'histoire de l'Imagrin, et pardon si j'ai été long, mais l'Imagrin c'est... en fait, on est une des réponses à la semence et une des réponses au changement climatique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on doit être capable de s'adapter à la demande des producteurs. Et les producteurs, qu'est-ce qu'ils nous demandent? Ils nous demandent en définitive des variétés qui s'adaptent à leur contexte pédoclimatique. Et donc, en pédoclimatique, il y a certes le sol, mais il y a surtout le climat. Et donc, un climat qui change et qui évolue. Alors, je ne vais pas revenir sur le développement international, sur notre présence dans énormément de territoires. Alors, à peu près tous les territoires aujourd'hui mondiaux, mais peut-être revenir sur notre petite Limagne et plaine de Clermont-Ferrand, où aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure,
on constate bien évidemment un changement climatique, mais ça nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Et ces questions sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que la question, c'est, pour chaque agriculteur, c'est comment est-ce que demain et après-demain, je suis encore agriculteur. Comment est-ce que demain et après-demain, avec mes 80 hectares, je vais pouvoir faire vivre ma famille, d'ailleurs 5 personnes. C'est-à-dire qu'on soit au Burkina avec 10 litres de lait pour faire vivre 5 personnes, et en Limagne, on est à 80 hectares pour faire vivre 5 personnes également. Donc, après, c'est une question d'échelle, c'est une question de coût de la vie, mais en définitive, une ferme, voilà, je ne vais pas généraliser, mais c'est aussi le cas dans le Puy-de-Dôme. Alors, comment est-ce que nous, demain, on voit les choses? La première des choses, c'est que, ça a été très bien dit, c'est-à-dire que le climat, c'est pas tout des sécheresses, c'est pas tout des périodes de pluie, c'est les deux, avec des excès, sûrement et souvent. Donc la première des choses, on sait que l'eau, c'est un élément essentiel pour faire pousser les cultures. C'est un élément essentiel, je vous l'accorde, pour les populations, pour pouvoir tout simplement boire et avoir accès à de l'eau potable, mais c'est aussi un élément important pour faire pousser des cultures. Donc la première des choses, nous ce qu'on prône aujourd'hui, c'est un stockage de cette eau. C'est-à-dire que le Massif central, le département du Puy-de-Dôme en particulier, on a des précipitations, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de question. Sauf que ces précipitations, elles tombent, elles vont dans la rivière Allier, de la rivière Allier, elles vont dans la rivière Loire, et de la rivière Loire, elles vont dans l'océan Atlantique. Donc on se dit à un moment donné, est-ce qu'on ne pourrait pas en capter simplement une petite partie? Juste pour quelques chiffres, pour rappel, aujourd'hui, 20% des terres cultivées en Limagne sont irriguées, et aujourd'hui, ces 20% représentent à peu près 1% le prélèvement fait sur la rivière Allier représente à peu près 1% de ce qui passe dans l'Allier. Donc on se dit pourquoi pas passer à 2 ou 3%, stocker cette eau pour l'utiliser pour faire pousser des cultures. Donc déjà, il y a l'accès à l'eau qui est important. Deuxième aussi voie qu'on imagine demain, c'est aussi modifier nos cultures. Aujourd'hui, on est sur des rotations blé, maïs ou blé tournesol. Pour certains de la diversification comme moi, on a de la vigne, donc là la rotation se pose nettement moins. Mais en tout cas, c'est de se dire qu'est-ce qu'on ne peut pas amener sur nos systèmes d'exploitation de nouvelles cultures. Et donc là, on est en train d'essayer de monter, mais je dis bien on essaye de monter une filière protéine, donc des productions des lentilles, des pois chiches. Sauf que là, on est totalement confronté en fait à l'oubli, à l'arrêt de toute recherche sur ces espèces-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on repart presque 20 ou 30 ans en arrière sur des génétiques qu'on n'a pas su et qui n'ont pas évolué d'ailleurs avec le climat parce qu'elles étaient plus cultivées. Donc on retrouve des variétés qui étaient cultivées il y a 30 ans et qui se retrouvent sous un climat qu'elles n'ont jamais connu. Donc ça ne marche pas. Et donc il faut qu'on fasse là notre travail de sélectionneur, de généticien pour que ces génétiques puissent pousser et surtout qu'on ait de la productivité. Il n'est pas acceptable, par exemple, d'avoir une culture qui fait 400 ou 600 kg/h de lentilles. Aujourd'hui, les lentilles, là où elles poussent le mieux, c'est à 1000-1200 mètres d'altitude. C'est plus en bas. Et pourquoi? Parce que c'est une problématique insecte. Le changement climatique a fait que les insectes remontent petit à petit, d'altitude en altitude, et vont toucher toutes ces cultures. Et donc voilà. Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, un autre levier qu'on pourrait imaginer. Et enfin, le dernier levier, c'est, on est un petit peu plus loin au niveau de la coopérative, c'est de se dire, mais ce changement climatique, on sait que l'une des causes, c'est le carbone, et notamment les émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture est la seule profession qui peut se vanter, l'agriculture et la foresterie, enfin, dans l'agriculture, je mets la grande famille. On est les seuls à pouvoir se vanter qu'on est capable de stocker le carbone. C'est-à-dire que c'est par notre activité, voilà, avec la photosynthèse, avec la vie des plantes, la plante elle va capter du carbone et puis elle le met soit dans le sol, soit dans les racines, soit dans un fruit, mais en tout cas, elle a besoin de ce carbone, c'est vital pour elle pour pouvoir se développer. Et donc on est en train de mener un groupe de travail, on va même aller plus loin d'ailleurs parce qu'on est en train de construire ce qu'on appelle une matrice, c'est un très grand champ d'essai, trentaine d'hectares à peu près, où on va avoir toutes les modalités agricoles qu'on peut avoir sur le département du Puy-de-Dôme, pour voir jusqu'où on peut aller dans le stockage du carbone. Donc de la couverture intégrale des sols, j'ai envie de dire 365 jours sur 365, des travaux superficiels, de l'irrigation, pas de l'irrigation,
des cultures de printemps, des cultures d'été. Voilà, c'est tout un système. Et donc là, on est en train de favoriser et d'aider nos adhérents à aller vers ce stockage du carbone. Alors tout simplement, on y va avec les moyens financiers. C'est-à-dire qu'on propose à nos adhérents de leur payer un peu plus leur production s'ils font des efforts par rapport au stockage du carbone. En contrepartie quand même, il faudra que le consommateur accepte peut-être à un moment donné de payer un petit peu plus cher aussi ses produits parce qu'on aura stocké ce carbone. Très clairement aujourd'hui, on annonce 50 eurotonnes dans le cas d'un stockage par exemple de carbone de plus de 150 kg de carbone dans le sol par an, ou 200 kg, je me souviens plus exactement, je ne vais pas dire de bêtises, mais 150 et 200. On propose 50 eurotonnes sur le blé, sur un blé qui fait à peu près 6 tonnes. Donc c'est pas négligeable en termes de rémunération. Mais derrière, le challenge aussi pour nos équipes chez Jacquet, parce que Jacquet, c'est aussi nous, mais parce qu'on va en face des distributeurs, c'est d'expliquer aux distributeurs que les agriculteurs, ils font un effort pour stocker du carbone, donc pour essayer de régler une partie du problème, on ne réglera pas tout le problème, mais au moins de contribuer à régler ce problème. Il faut aussi qu'on aide aussi les agriculteurs à stocker ce carbone. On ne peut pas s'appuyer uniquement sur le marché du carbone qui est à 26 ou 27 eurotonnes pour dire les agriculteurs ont dit de ça. Non, en étant très vertueux, on est capable de stocker 200 à 300 kg de carbone par an à 27 € la tonne. Vous imaginez les montants que ça peut faire sur nos exploitations. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas on a tout un tas de projets. Les agriculteurs se penchent vraiment sur la question localement. Alors pareil, on n'est pas là pour dire comment il faut faire. Comment il faudrait faire, c'est on teste tous les systèmes et puis après les agriculteurs choisiront ce qui sera le plus adapté à leur ferme et à leur environnement. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a quelques années, si on avait posé la même question à Amélie Magret, il nous aurait dit pas de problème, on est en train d'avoir juste la semence, on va vous sortir la semence qui règle le problème et ça sera fini. Et là on s'aperçoit que justement on revient à ce qui était exposé tout à l'heure, il faut raisonner le système et raisonner de façon large. Alors Joël, j'aurais répondu ça il y a quelques années en concernant mon ancien filtre. Et oui, la semence pourrait être une réponse. On a des semences, on sait qu'on va pouvoir apporter des réponses à des résistances maladies, à des résistances insectes, peut-être à des tolérances sécheresse. Mais là, je peux vous dire qu'on en est encore très loin. Même nous sommes une petite entreprise, même si on est très expansionnel mondial, mais il y a des géants autour de nous. Et même eux, avec les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils n'y sont pas arrivés. Parce que c'est pas aussi facile que ça. Donc oui, la semence sera une des réponses, mais ça ne sera pas la seule réponse. D'accord. Moumouni, est-ce que tu as une réaction par rapport à ça? Bon, pas grand-chose. Juste pour dire que le défi là est énorme, et je crois qu'il faut qu'on l'affronte à plusieurs niveaux. Les sémenciers, j'ai aussi vu dans la télé ou journal, au Burkina par exemple, les différents services techniques tels que l'INERA, il y a d'autres aussi, qui travaillent à produire des semences qui vont adapter à nos nouveaux systèmes. Et en dehors de ça, et comme je dis, chacun se bat de son côté pour chercher à savoir. Maintenant, chez nous aussi, il y a autre chose qui contribue à ça. Je vois l'activité minière également qui est de plus en plus élargie sur le terrain et qui aussi prend une bonne partie de l'exploitation. Ensuite, il y a également, comme on dit, les défis sécuritaires dans un bon nombre de zones. Bon, tout ça là, nous on met tout ça là dans le changement climatique parce que ça nous empêche de faire ce qu'on veut avec nos sols. Et aussi, sur place, vous avez souvent, aujourd'hui, du côté nord, je pense qu'il y a un manque de pluie à ces dates aujourd'hui. Bon, ce n'est pas que là-bas seulement, mais c'est là-bas que j'ai des nouvelles. Il va vraiment, tout ce qui est dès le début est parti à jour. Donc, ce n'est pas bon pour les détails, et même d'abord des êtres humains. Donc, ça veut dire qu'à plusieurs niveaux, il faut qu'on l'affronte. Voilà. Donc, je ne vais pas être très long. Comme moi, j'ai la chance, plus que tout le monde ici. J'ai mon ministre ici dans la salle. Il va vraiment... Justement, ce que je vous propose, c'est que
Évidemment, on pourrait refaire un tour de table sur les territoires, un tour de table sur l'alimentation, etc. On verra si on a le temps après. On va faire un dialogue avec la salle pour ne pas se priver de l'intervention de Monsieur le Ministre qui nous fera la conclusion. Après, on pourra reprendre le dialogue et vous voyez qu'au fond, il y a quelques verres par là, donc après, on pourra avoir une discussion informelle. Mais donc, la parole est à vous. Je pense qu'on a eu des interventions intéressantes. On peut y aller. Je suis le docteur Bertin Djibril du Burkina Faso et ami de Abdi. C'est depuis plus de 10 ans, quand je viens, il me reçoit. Et même avant d'arriver, il joue le rôle j'allais dire, comment on peut dire ça? Qu'est-ce que vous jouez comme rôle? C'est vous jouez tous les rôles possibles pour nous. Ils organisent nos délégations, ils nous accompagnent pour l'hébergement, ils font tout pour nous. Donc au-delà de cette coopération, j'allais dire, dans d'autres secteurs, c'est-à-dire que c'est une approche familiale à la limite aujourd'hui que nous avons avec eux. Quand on vient en Europe, on vient clairement dire non, il n'y a pas de problème, je ne dormirai pas dehors quand il y a Joël et il y a François. Donc on est assuré en rentrant dans votre pays d'entrée. Donc ça c'est bien, c'était une parenthèse et elle est très importante. C'est un témoignage pour leur, comment on appelle, leur dévouement pour nos acteurs et nous-mêmes. Ils sont vraiment dévoués à 100% pour notre cause. Donc moi j'aimerais bien que si on peut les applaudir pour le changement climatique, comment le vois-tu? J'allais arriver maintenant. Vous d'abord. J'ai pris le train en marche, mais quand je vois le thème changement climatique ici et là, vous avez aligné 3 points. Et mon voisin parlait des mines qui, au Burkina, aujourd'hui, constituent une source de revenus assez intéressante pour l'État, mais j'ai dit pour les populations. Cette fois, on ne le dit pas. Je ne défends pas les mines. Je ne dis pas que les mines sont bien, mais aujourd'hui, les communes où se trouvent des mines, il y a un fonds de développement minier. Et c'est des milliards, et c'est des milliards qu'ils injectent dans les communes. Maintenant, c'est l'utilisation de ces fonds, le problème. Sur les mines ont un volet social très important dans nos pays. Si j'ai bonne mémoire, parce que les autorités mieux placées que moi pour donner ce montant par commune, c'est pas moins de 2 milliards de CFA pour des communes très petites dans nos pays, donc ils sont surfinancés même à la limite. Donc, c'est des fonds qui peuvent être utilisés pour lutter contre tous ces défis. J'allais dire, ils apportent quelque chose, un moins, mais il y a un plus qu'on peut tirer profit. Et je vais aller dans le sens du président Houphouët-Boigny, qui disait, quand il venait aux conférences, on parlait des difficultés comment on appelle, liées aux effets de serre, à la pollution et autres. Il a écouté toujours, il dit que oui, c'est bien, dans vos pays c'est très bien, vous discutez de la pollution. Mais chez nous, j'aimerais avoir un peu de pollution pour discuter avec vous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Parce qu'à son niveau, il n'y a pas de développement, il n'y a rien. C'était sur ce qu'on appelle le développement, c'était la production agricole, les aspects primaires. Donc il n'y avait pas d'industrie, il n'y avait rien à l'époque. Donc lui dit, il aimerait avoir un peu de pollution pour pouvoir discuter avec les autres qui sont développés. Donc c'est-à-dire que dans nos pays aujourd'hui, si nous pouvons avoir des financements au niveau domestique, avoir nos financements propres et réfléchir et travailler, déjà je pense qu'on peut gagner du temps. On peut tirer un profit. Donc dans la production agricole, le défi alimentaire, la vie des territoires, les mines ont des projets dans ce sens. Et ils passent par les communes pour les développer. Comme je dis, je ne défends pas, c'est une information que j'apporte, mais beaucoup ne le savent pas. C'est des fonds qui ne sont pas... C'est utilisé autrement, mais ils travaillent dans ce sens. Donc dans le changement climatique, il y a quelqu'un parlait d'une année là, 2000 combien 2012 ou 2013 2003, oui, je crois que nous on a eu le même problème. J'ai un ami, c'est ça, c'est une histoire personnelle, mais qui montre un peu le changement climatique. Et nous avons semé 16 hectares de maïs. On a fait tout le calcul avec une production de
3 tonnes hectares, on a fait des dépenses. Il y a eu 10 jours. 10 jours à la fin, il a manqué une pluie. Tout a séché, cramé, et nous avons eu, je crois, même pas une tonne. Donc depuis lors, on a quitté le domaine. Donc c'est le changement climatique que nous avons vécu en direct. Une autre réaction, et puis une autre ici. Bon, moi je suis journaliste, je suis spécialiste de rien du tout. Je vais sur le terrain. Quand je suis venu à séjourner à Petit, je m'attendais à ce qu'on parle d'élevage. On m'a parlé d'agriculture. Oui, mais c'est les vaches mangent. C'est une question de journaliste, c'est pas une question de spécialiste. Moi, je m'attendais à voir les bœufs, on m'a plus parlé des plantes. Bon, cela dit, comment moi je vois le changement climatique, parce que je fais toute la bande sahélienne. En 2020, j'ai fait, si ma mémoire est bonne, Mauritanie, Sénégal, Tchad, Burkina. Moi, je vois la bande sahélienne. En fait, ce qui se passe, c'est que le changement climatique a tout chamboulé. Parce que les éleveurs qui étaient au nord ont été obligés de descendre chez les agriculteurs. Donc, il faut se partager un territoire réduit. Ça, c'est d'un. De deux, comme on a voulu, la population a augmenté, hein, parce que, je prends un exemple, le Burkina Faso était à l'indépendance à 3 millions de personnes, aujourd'hui nous sommes à 20 et quelques millions. La population ayant augmenté, on a cherché à augmenter la production agricole. Vous appelez ça intensifier, ou je ne sais pas comment vous appelez ça. Ça a eu des effets. On a essayé d'identifier aussi l'élevage. Et quand on avait 20 vaches, les problèmes de fourrage et tout, c'est pas la même chose que quand on a 500. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Et dites-vous que c'est des isoètes qui varient entre 150 et 600 mm. Ce qu'il y a eu à Marseille hier, c'est ce qui tombe chez nous toute l'année. Voilà, c'est pour donner une échelle, quoi. Donc, on ajoute l'insécurité. Parce que ce qu'on oublie de dire ici, c'est que, par exemple, au Burkina, il y a 2 millions de personnes qui ont été obligées de quitter leur champ pour venir s'entasser dans des zones qui étaient déjà déficitaires. Et comme j'ai un producteur laitier devant moi, ça m'intéresserait de savoir comment il répond par rapport à ça, parce que le lait, c'est une denrée très très périssable. Parce qu'il faut savoir que dans les villages, à partir de 11 heures, les femmes des éleveurs sont obligées de verser le lait qu'elles n'ont pas vendu dans le fossé. Bon. Alors, comment vous faites face à tout ça? Il va répondre, mais pour répondre à la question, je pense qu'il va le confirmer. Certainement qu'avant de se poser cette question, là, Olivier, je pense que tu as beaucoup travaillé sur la sélection dans le troupeau et donc beaucoup travaillé sur les bêtes. Maintenant, la limite, c'est qu'est-ce qu'on donne à manger aux bêtes? La réponse à la question qu'il posait? Oui, et puis après, ça sera Fousseni. Non. Par rapport à la dernière phrase sur le fait que le lait est jeté, le lait, on peut le travailler pour qu'il se conserve plus longtemps. Enfin, après, au Burkina ou dans d'autres pays, je ne connais pas, hein, donc je ne vais pas prendre je ne veux rien dire par rapport à ça, je laisserai mon voisin répondre. Mais en France, on a cette chance de pouvoir, on va dire, stocker, transformer, transporter. Donc ça, c'est pas le souci n'est pas trop la conservation de la production. Par contre, la question qu'on se pose par rapport au changement climatique, si on reste sur le thème, c'est vraiment comment demain continuer à produire suffisamment et ne pas être dépendant de pays étrangers. Quand on regarde la balance, enfin la production agricole française, alors ça dépend des produits, et puis la coopération pourrait peut-être mieux répondre que moi, mais il y a quand même des produits où on est grandement importateur maintenant, alors qu'avant on était exportateur. Donc la question, c'est pas la conservation par rapport à la fin de votre questionnement. Pour nous, la question c'est comment on continue à être producteur,
indépendant, voire exporter sur certains produits, et être rémunéré, quoi, et compétitif. Parce que quand on voit que, moi, je suis dans un département, on a moins de 100 producteurs laitiers aujourd'hui. Voilà, donc on en parlait ce matin avec les gens de Normandie, et alors qu'on a moins de 100 producteurs et on a plus de 300 emplois dans l'industrie laitière dans le département. Donc il y a une délocalisation, un désamour de certaines productions sur certains territoires, et c'est là le danger, parce qu'une fois que la production part, la vie du territoire part, et ça ne revient pas, quoi. Enfin, voilà. Donc c'est ça, c'est comment préserver certaines productions et comment diversifier grâce, pour une fois je veux dire grâce à l'évolution climatique, de nouvelles filières. Sébastien parlait de certaines filières tout à l'heure, mais il y en a plein d'autres qu'on doit développer. Après ça s'organise, ça se fait pas comme ça. Mais nos problématiques, elles sont là aujourd'hui pour nous. Je vais peut-être faire compléter la réponse par Radiatou, qui était venue. Elle aurait dû passer 2 jours au lycée d'Aurillac, à Lénine, à l'école laitière d'Aurillac. Malheureusement, les problèmes de visa, de transport, d'avion manqués, etc. ont fait qu'ils n'ont fait qu'une journée. Mais qu'est-ce qu'elle venait chercher là par rapport à la conservation du lait, justement, et la transformation et la valorisation du lait? D'accord, merci beaucoup. Moi, je m'appelle Hadiatou Koïta. Je viens du Burkina. Ma région, c'est du Sahel. Qui dit Sahel dit éleveur. Nous, dans la région du Sahel, nous, les femmes, on vit dans le lait. Toute la région vit dans le lait, et c'est dans l'élevage. Puisque quand j'entendais tout de suite, il parlait qu'il ne parle pas du lait, j'étais surprise, étonnée, puisque nous, notre vie, c'est dedans. Nos familles vivent dedans. Avant d'arriver dans la région du Sahel, pour connaître, c'est les femmes que tu regardes porter des calebasses sur la tête, tourner avec du lait, caillé, pour vendre, pour retourner faire nourrir leur famille. Mais actuellement, avec les laiteries, elles sont reposées et nous, on transforme le lait, elles vivent dedans, les producteurs vivent dedans, les collecteurs vivent dedans, nous, les femmes, on vit dedans, on amène nos enfants à l'école dedans, on soigne nos enfants dedans, et on se sent comme si on était fonctionnaire, même si on n'a pas été à l'école. Oui, ma laiterie a été créée le 22 février 2009 avec 22 litres de lait et 21 femmes. Actuellement, nous sommes au nombre de 50 femmes dans notre laiterie et on a plus de 19 villages qui nous fournissent du lait. Et on a plus de 2000 producteurs qui donnent les collecteurs pour amener du lait. Et actuellement, on est à maximum 1200 litres. Mais avec la maladie Covid qui est venue, qui a cassé notre production. Puisque le PAM est venu pour payer le yaourt pour les élèves, c'est notre laiterie, Kosamna Ibodedi, qui était la première laiterie à fournir yaourt dans les écoles. Les gens ne croyaient pas. On m'a invité au niveau d'Italie, chef de PAM, pour m'expliquer. Mais ça a été le réel. Ils sont venus visiter, ça a été le réel. Jusqu'à actuellement, ils ont 6 laiteries dans la région du Sahel pour fournir yaourt dans les écoles. Puisque ce que les gens disent, ce que nos chefs disent, consommons ce qu'on produit. Ça va nous enlever dans la pauvreté et ça va nous aider aussi à, même si on n'a pas eu la chance de partir à l'école, au moins de se lever le matin pour partir dans notre bureau dans les laiteries. Ok, donc c'était pour aussi revenir dans le même sens, mais répondre aussi à la question de notre confrère. Il ne s'est pas présenté, hein. Il a pris de parole, il dit qu'il est journaliste, mais bon, c'est bien qu'il se présente aussi. Alors, ça, ce que vous dites est réel, mais c'était dépassé. Hein. Parce qu'aujourd'hui, avec vraiment l'avancement et des organisations de différentes coopératives, là, c'est très rare que vous allez voir une femme a dit qu'elle a versé son lait. Et en dehors de ça, il y a, je crois que ce que je ne vais pas toujours revenir sur cette mot-là. Vendredi, on était à une rencontre, une interprofession au niveau du Burkina.
et où le ministre a pris part. On nous a donné une information sur que le ministère est en train de faire présentement en ce qui concerne la valorisation de la production. Et en dehors de ça, comme je vous ai dit, l'Union nationale des mini-laiteries et au Burkina, chaque année, on a 72 heures qu'on organise. Et je profite de l'occasion pour remercier AFDI ici, qui prend part chaque année à ces 72 heures. Je crois qu'à l'heure où je vous parle, il y a certains qui ont des billets d'avion déjà, parce que c'est prévu pour fin octobre. Donc, vous êtes invités également à prendre part où il y a les différents techniciens des ONG qui vont venir intervenir, qui vont venir parler à ce niveau. Donc, ce qu'on vous dit, c'est qu'au niveau de la production laitière aujourd'hui, au niveau du Burkina, chacun est en train de rouler de son côté, ainsi que les autorités et aussi des acteurs. Donc, ce sont les deux exemples ici. Moi, j'ai une unité qui a une capacité de 2000, elle est à 1250. Donc, des raisons de différence entre l'Ouest et Sahel, là où elle est, on a à peu près 500 kilomètres entre nous. Donc, l'Union là, il a ses acteurs dans tous les 12 régions sur les 13. Donc ça veut dire qu'on a des membres partout et qui sont vraiment, qui mènent les mêmes dynamiques et qui font la même, qui ont vraiment des capacités importantes. Parce qu'au nord on en a, à Bitou on en a. Donc pas pour revenir dans les détails. Mais pour vous dire qu'en réalité aujourd'hui, sincèrement, on est en train de se battre nous aussi. Mais on croit aussi à ce que le ministère va venir nous appuyer comme proposition et accompagnement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions là, sur les intervenants avant qu'on donne la conclusion après Monsieur le ministre? Je crois que vous voulez intervenir sur les aspects de production et de fourrage. Je vous remercie. Moi, c'est Céline Sylvie, je travaille pour l'interview. C'est mon patron comme ça. Le patron de mon patron, c'est Abdi. C'était pour juste vous dire que le changement climatique, c'est un fait réel qu'il faut vraiment prendre à bras du corps. Je vous dis ça parce qu'avant de venir à l'UNPB, j'ai travaillé un peu avec le COPA, pour ceux qui connaissent le Burkina Faso, j'avais reçu le pastoralisme. Eux, ils sont un peu l'antithèse de l'UNPB, parce que le COPA, c'est travailler sur la transhumance transfrontalière, avec la plupart des éleveurs au Burkina Faso, c'est de la transhumance. Mais avec le contexte du changement climatique, cette transhumance-là, il faut qu'on s'assoie et on se dise la vérité. Il faut la penser et la revoir pour qu'elle s'adapte au changement climatique. Ça veut dire quoi? Il y a moins d'espace, il y a moins de ressources naturelles. Et il faut vraiment voir dans quelle mesure on peut vraiment revoir cette transhumance-là, produire petit et faire profiter beaucoup. C'est ça le credo, c'est ça le ministère. Il faut qu'on va discuter avec ça, avec votre télévision. C'est mon business, mais j'ai le cœur d'encourager. De sauver la nature, merci. Et pour revenir un peu sur les aspects du changement climatique, il faut dire que c'est un fait de nos jours. Au passage, je remercie Arnaud pour son brillant exposé sur le Burkina Faso. Il faut dire qu'il connaît bien le Burkina Faso avec tous ces chiffres et tous ces exemples qu'il a dit là. Il faut dire que de nos jours, l'élevage comme l'agriculture sont vraiment impactés par ces phénomènes de changement climatique. Et ça, et par ricochet, ça touche la souveraineté alimentaire. On a parlé des mines, on a parlé de plein d'autres choses. Mais il faut aussi dire que l'agriculture, même dans une autre mesure aussi, pèse aussi sur la souveraineté alimentaire. Parce que la plupart des surfaces aujourd'hui aussi sont occupées par l'agriculture de l'âme. En plus de l'or et tout qui occupe aussi les surfaces cultivées d'antan, de nos jours, quand tu pars un peu dans la région des Cascades, c'est la culture de l'anacarde, de cajou. Là-bas, c'était la zone par excellence où on avait vraiment des cultures régulières. Mais de nos jours, avec le contexte des changements climatiques, eux tous, ils se sont rabattus pour faire de l'anacarde, d'autres spéculations pour pouvoir se faire des sous après. Et tout ça, je pense que par les poussées, ça joue un peu aussi sur la souveraineté alimentaire. Pour revenir dans le cadre de l'élevage, il faut dire que la plupart des pays sahéliens, et surtout le Burkina Faso, ça joue vraiment sur le problème. Pour le cas, au niveau de l'INPB, avec les laiteries, il faut dire que la vision de l'INPB, c'est quoi? C'est arriver à avoir du lait
à tout moment de l'année. Il faut dire qu'au Burkina Faso, on a deux grandes saisons. Une saison sèche, une longue saison sèche et une courte saison de pluie. Avant, elle faisait 5 mois, maintenant, à peine, elle fait 4 mois. Mais c'est quoi la philosophie? C'est pour pouvoir arriver à avoir du lait tout le temps. Et les vaches, quand elles ne mangent pas, elles ne peuvent pas produire du lait. Mais c'est quoi? Donc c'est pour pouvoir faire des cultures fourragères avec Yves Lavon et l'AFDI et l'accompagnement de l'AFDI. On est en train d'expérimenter une expérimentation à l'aide, pour ceux qui connaissent un peu la région du Burkina Faso à l'ouest, c'est à quelques niveau du réseau. C'est faire des cultures fourragères pour pouvoir nourrir les animaux après et pour pouvoir avoir du lait à tout moment. Et c'est notre credo. Et vraiment, on remercie vraiment Abdi pour ça. Et on remercie aussi les acteurs et les ministères qui nous accompagnent dans ce sens. Je peux vous dire que ce changement climatique-là, c'est réel. Et vraiment, il faut vraiment s'asseoir et discuter pour vraiment trouver des solutions. Même si on ne peut pas lutter contre parce que c'est rien faire qu'on ne peut pas lutter. Il faut vraiment s'adapter et être résilient. Je pense que c'est la meilleure solution. Je vous remercie. Merci pour ce livre. Avant de passer la conclusion, Monsieur le Ministre, Yves, tu avais peut-être quelque chose Présentez-le. Oui. Yves, c'est un vieux pionnier de AFDI, notre représentant auprès d'AFDI National et vice-président d'AFDI Auvergne-Rhône. Voilà, donc moi je suis donc agriculteur dans l'Isère, pas très très loin d'ici, et je vais essayer assez rapidement, et c'est pas facile d'ailleurs, de rassembler un peu tout ce qui s'est dit avec quelques mots-clés par rapport à l'ensemble des intervenants. Donc je vais me mettre là pour pas tourner le dos aux intervenants. Voilà, donc ce que je voudrais dire déjà, c'est que dans un premier temps, bon, Joël, on a fait de la sémantique avec Joël, mais qui était nécessaire, parce qu'en fait on a vu la différence qu'il peut y avoir entre sécurité alimentaire, autosuffisance alimentaire et souveraineté alimentaire. Je crois que c'est important qu'on ait bien compris cette évolution et cette différence de terminologie. Rappelez qu'AFDI traite le sujet depuis à peu près 2011, donc voilà, il y a un petit moment qu'on est dessus, et on est très content de voir que c'est un thème qui est repris par beaucoup maintenant, et qui devient mondial. Hein, ça a été très bien expliqué. Le Nord avec le Sud. Après, avec l'intervenant suivant, donc Arnaud Diemer, c'est la question systémique qui a été pour moi le mot-clé. Tout est lié en fait. Il ne faut pas qu'on cherche à vouloir régler un problème et puis un autre et puis un autre. Évidemment, sur un plan pratique, on est obligé d'attaquer des problèmes techniques un par un, mais il faut avoir une vision globale sur la biodiversité et sur la résilience. Il a à peu près abordé 4 thèmes assez rapidement. Le problème, c'est donc l'amplitude, on l'a vu, hein, cette amplitude du climat et des températures. Et une approche aussi à laquelle je n'avais pas pensé, c'est la question urbaine. Ben oui, on s'aperçoit que même avec les urbains, on est lié quand on voit aussi les investissements qui sont faits en climatisation, les effets que ça peut avoir. Au sud, on a aussi, comme chez nous, ce qu'on appelle l'écart de dispersion, le changement brutaux de température. Nous, on le voit sur nos exploitations, hein, ça fait des gros dégâts. Les arboriculteurs, cette année, ils ont compris, hein, avec le gel qu'on a eu chez nous. Et puis aussi le Burkina, qui a été beaucoup cité aujourd'hui, mais c'est pas non plus par hasard. C'est quand même un des leaders sur l'agroécologie, qui essaie de privilégier les cultures ouvrières locales en circuit court. Et puis aussi cet aspect que les matières premières minières qui prennent le dessus dans certains endroits sur l'agriculture et qui peuvent donc concurrencer l'agriculture. Et là, il faut être très vigilant parce que ça engendre des régressions sociales. Et puis c'est la crainte de l'amplification de ce phénomène qui a été évoqué. Et puis, et donc d'avoir pour ça, une des solutions, c'était d'avoir une vision globale qui peut s'appeler l'agroécologie. Notre agriculteur semencier, représentant la coopération agricole, bon, ben, c'est déjà des réflexions, on va dire, pratico-pratiques. Hein. Au départ, il faut répondre à un marché qui est sensible à ces thématiques par rapport à ce qui a été évoqué. Entre autres, alors comme j'ai expliqué dans l'ordre chronologique, c'est difficile de les reprendre. Après, il est revenu sur produire des semences qui soient donc résilientes, sur le stockage de l'eau aussi. En Afrique, c'est vraiment aussi un problème, mais chez nous, si on n'y prend pas garde, ça va vraiment devenir pénible. Diversification avec les protéagineux, le stockage du carbone, c'est aussi des éléments qu'il faut prendre en compte. Et puis,
Voilà, pour faire court, je suis obligé d'un peu de raccourcir. Moumouni nous a parlé déjà de ce qui se passe chez lui au niveau des mini-laiteries, cette union. J'ai cru retenir le chiffre de 80 mini-laiteries qui sont en union sur l'ensemble du pays. Que le défi pour eux donc est énorme, évolution brutale du climat, des pertes de repères pour les récoltes, et malgré tout, une politique volontariste gouvernementale, qu'on va peut-être vérifier tout à l'heure, on espère bien, et qui permet d'avoir quand même de l'espoir par rapport à tout ça, et par rapport à ce qui peut se passer ensuite. Après, il est revenu sur d'autres points vers la fin. Il faut donc, oui, il a aussi parlé des problèmes d'activité minière. Ça aussi, c'est des éléments qui sont revenus par rapport à la concurrence de l'agriculture. Et puis, élément important, après la prise de parole d'Adiatou Koïta, qui vit dans le lait, c'est son expression, c'est rare que les femmes soient à la tête d'une laiterie. Donc ça, c'est des éléments qui sont aussi à prendre en compte. L'importance des femmes pour le développement en Afrique. Je ne m'étendrai pas plus, mais c'est quand même quelque chose que je ressens de plus en plus fort et qui revient en force avec ces laiteries qui ont vraiment amélioré la filière lait. La pénibilité du travail a été limitée, la productivité a été augmentée, la qualité des produits et aussi la qualité de la vie sociale qui a été permise par ce développement de mini-laiteries. On voit l'importance d'une filière quand elle est menée comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre que j'ai oublié? Oui, c'est revenu plusieurs fois, les mots-clés, la vision systémique d'Olivier Touran, il a été aussi là-dessus, c'était vraiment son expression favorite. Les exploitations sont les socles de vie des territoires, l'ancrage des exploitations dans les territoires, ça c'est des éléments aussi fondamentaux. Je crois que c'est aussi vrai en Afrique que chez nous. J'ai certainement oublié des choses. Les dernières interventions sur l'approche familiale qui ont été évoquées, donc le fait que les gens du Nord accueillent les amis du Sud, bon ça c'est quelque chose qu'on fait, mais on sait aussi quand on va chez vous, l'accueil est aussi au même niveau, ça je tiens aussi à le dire pour l'avoir déjà vécu. Et puis sur cette approche aussi qu'on n'avait pas entendue, sur la façon peut-être de travailler avec les compagnies minières qui sont au départ vues un peu comme des prédateurs, et qui le sont quand même, mais à partir du moment où il y a des fonds qui pourraient être exploités pour compenser les dégâts qui sont faits et aller à l'agriculture, ça demanderait à ce qu'on puisse travailler avec, c'est un peu comme ça que je l'ai compris. Et puis je ne veux pas être trop plus long pour dire que je veux élargir aussi un petit peu le débat. Il se trouve que ce matin, sur le stand d'Abdi, on a accueilli une délégation d'Afrique du Sud qui se pose les mêmes questions qu'au Burkina. C'est clair, c'est le développement, c'est comment on y arrive. Dans la délégation, il y avait une femme, et je peux vous dire qu'elle envoyait du bois, c'est-à-dire qu'elle était vraiment là pour faire bouger les lignes, comprendre comment fonctionne la coopération, comment fonctionne l'ECUMA, parce qu'ils savent très bien qu'il y a un problème d'organisation aussi, c'est-à-dire travailler en amont pour savoir ce qu'on veut comme développement. Et moi je milite vraiment pour que le collectif, que ce soit en coopérative ou en commun, puisse vraiment être un peu le fer de lance, parce que pour l'avoir vécu sur mon exploitation, j'ai passé toute ma vie pratiquement professionnelle en coopérative et en CUMA, et je peux vous garantir que c'est quelque chose d'efficace. Donc voilà sur quoi je voulais conclure, je vous remercie. Je passe la parole à Thibaut, donc notre président, et puis le dialogue pourra reprendre après. Thibaut. Alors, je tiens tout d'abord à vous remercier tous d'avoir participé à cette première journée à vie. Je pense de bons débats, de bonnes questions, d'autres questions qui restent en suspens, qui vont pouvoir être posées autour du pot après la conclusion de M. le ministre. Je vais juste... il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit là tout de suite, quand j'entendais Yves parler. On a la question, les défis pour la souveraineté alimentaire, on a la réponse. Notre défi, c'est les paysans. C'est nous, les paysans, qui allons y répondre à ce défi-là. Monsieur le ministre.
voudrais tout d'abord me réjouir d'être là aujourd'hui avec la forte délégation du Burkina qui m'accompagne pour pouvoir participer à cette 30e édition du sommet de l'élevage. Et dire que nous sommes venus en forte délégation, je pense qu'il y a envoyé une dizaine de personnes pour pouvoir échanger avec les acteurs du Nord sur comment sera l'élevage de demain, comment sera l'agriculture de demain. Je dirais également que nous saluons à sa juste valeur les efforts et le soutien inestimable que AFD apporte aux acteurs de l'élevage de mon pays, du Burkina Faso, surtout dans la filière lait. Nous savons que AFD contribue énormément à cette filière et nous sommes en tout cas reconnaissants à ce que AFD fait pour notre pays. Et le thème changement climatique ici et là-bas, production agricole, défis alimentaires et puis vie des territoires est plus que d'actualité. Comme vous le savez, il vient de se tenir pas plus que 2 semaines de cela, la 76e session Assemblée Générale des Nations Unies. Et en marge de cette 76e Assemblée Générale des Nations Unies, il était question des systèmes alimentaires mondiaux, pour dire que c'est un thème d'actualité qui préoccupe les gouvernants de nos pays et qu'ensemble nous devons travailler à trouver des solutions. Parce que pour un gouvernement, la question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de sa population est d'actualité. Comment faire pour nourrir sa population, que cette population soit bien nourrie, que cette population soit en bonne santé. Et aujourd'hui, il est plus qu'important d'investir dans le capital humain. Et je pense qu'une population qui est bien nourrie, qui est bien éduquée, doit pouvoir relever les autres défis, que ce soit les défis de développement économique et social. Donc nous pensons que c'est un thème d'actualité. Et nous travaillons ensemble avec les autres départements, les autres sectoriels, à ce que nous construisons un système alimentaire robuste, un système alimentaire résilient, un système alimentaire efficace. Et pas plus que les mois passés, vous avez tous suivi, la maladie à coronavirus est venue nous rappeler, quelle que soit la richesse que vous avez dans vos pays, tant que vous n'arrivez pas à construire un système alimentaire efficace, national, il se posera le problème d'importation alimentaire. Donc, il ne suffit pas d'avoir des mines, il ne suffit pas d'avoir de l'industrie, il faut construire un bon système alimentaire dans nos pays qui puisse répondre aux besoins de nos populations. Vous pourrez avoir l'argent, mais si vous n'arrivez pas à importer des céréales pour alimenter votre population, quel servira cet argent-là? La Covid l'a prouvé. Et je pense que vous avez surtout suivi cette année, au premier semestre, il y a eu une crise alimentaire pour l'agriculture. On n'arrive pas à avoir du maïs, on n'arrive pas à avoir du soja. Et comment faire pour pouvoir alimenter l'agriculture si on n'a pas de maïs, si on n'a pas de soja? Donc nous sommes conscients, nous sommes interpellés. Et au niveau des ressources animales, au niveau de l'agriculture, si nous voulons produire, il nous faut construire ces systèmes alimentaires qui soient efficaces. Donc, pour dire que le thème est plus que d'actualité, et je suis très content que la question qui a été posée, c'est nous qui devrons trouver la solution, pas quelqu'un d'autre. Donc, il faut produire, il faut construire ces systèmes-là. Et je pense que le premier présentateur l'a assez bien relevé, la recherche doit nous aider dans ce contexte de changement climatique à trouver les semences adaptées, à trouver les semences améliorées pour que, même si on a 2 mois ou 3 mois de pluie, qu'on puisse produire, puisse avoir des récoltes pour pouvoir alimenter, en tout cas, nos animaux, notre cheptel. Donc, c'est dire que nous sommes très contents de ce thème, et pour ne pas me répéter, nous avons au niveau du Burkina Faso, en marge de la 76e Assemblée Générale de l'ONU, essayé d'élaborer une feuille de route avec tous les acteurs et les parties prenantes, que ce soit les organisations gouvernementales ou non gouvernementales, toutes les parties prenantes, pour voir comment, au niveau de notre pays, nous devrons construire ce système alimentaire durable, efficace et résilient
de sorte à ce que les années qui viendront, nous puissions en tout cas répondre à la demande nationale. Donc c'est inviter également les acteurs du Nord à nous accompagner. Et je pense qu'il y a beaucoup de chercheurs qui sont là, qui connaissent bien le Burkina Faso, et même d'autres pays africains, qui y travaillent, qui pourront nous accompagner dans cette dynamique que nous avons enclenchée. Et je pense que demain, ensemble, nous trouverons en tout cas les voies et moyens pour pouvoir répondre à cette demande-là. Excusez-moi, j'ai la voix qui est enrouée. Voilà, je suis grippé depuis hier. Donc, pour saluer en tout cas cette plateforme, cette conférence organisée par AFDI, dire que en tout cas, nous, au niveau du pays du Sahel, nous sommes doublement confrontés à cette situation, et doublement confrontés sur le plan sécuritaire, également sur le plan des changements climatiques, pour ne pas dire triplement encore la maladie à coronavirus. Et donc, c'est des situations difficiles, mais nous sommes résilients. Et nous appelons notre peuple à être plus résilients pour pouvoir relever les différents défis qui se posent à nous. Donc, je ne serai pas très long. Je dirais que Yves a fait le résumé de toutes les communications ici. Bon, c'était pour donner le point de vue un peu du Burkina Faso et remercier les différents participants à cette plateforme. Merci bien. Merci, monsieur le ministre. Et puis, pour conclure, comme c'est le 30e sommet de l'élevage, je voudrais répéter ce que je vous ai dit tout à l'heure pour avoir participé il y a 2 ans au premier salon de l'élevage du Sahel. Je pense que le sommet de l'élevage, lors de sa première édition, aurait souhaité être à la taille que vous y avez déjà donné la première. Alors, bonne vanne pour continuer et puis développer cette manifestation parmi d'autres. La table est ouverte, les questions maintenant elles sont libres à vous d'interpeller qui vous voulez dans la salle. Je pense qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Je comprends votre frustration parce que finalement on n'a pas eu trop le temps de traiter les 2 éléments-là, mais il y a quand même eu des choses intéressantes. Une dernière chose, on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la suite des journées AFDI Aura, qui normalement devrait être sur l'installation. Normalement. Merci beaucoup.